Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Aujourd'hui, on reçoit Ariane Arpin de l'Orme. Merci Ariane d'être ici. On est excités, tu vois, on est surexcités. On reçoit quelqu'un qui a voyagé, une journaliste, une autrice. Elle va nous expliquer beaucoup de choses et en plus de ça, elle va nous faire voyager parce que nous, vous le savez, on est pris sur un bateau. On est en eau internationale, on voyage peu. Très peu. Puis Ariane, t'as pas eu peur, là. Toi, t'as pas froid aux yeux de venir sur un bateau, là, d'explorer le Grand Nord. Non, moi, je suis une skipper. Donc, j'aime la voile. Là, Pour vrai? La voile, le catamaran, c'est une grande passion, oui. C'est-tu dangereux, la voile? Ben, la mer, l'océan, ça fait peur. Je pense qu'il faut savoir comment l'apprivoiser, mais on se sent tellement libre en même temps, là. Oh, oui, hein? C'est sûr. Ça doit être incroyable. Ah, c'est clair, là. Tu sais, quelqu'un qui sait bien surfer, là, ou quelque chose comme ça, là, tu vis le moment, là. Oui, toute l'eau, oui. Il faut se concentrer quand on est à voile, puis sans moteur. On n'a pas le choix, là, de... Tu sais, c'est comme plusieurs sports, peut-être, mais on n'a pas le choix de se concentrer là-dessus, parce que sinon, ben c'est ça. Ça peut déraper rapidement. C'est clair. Oh my God. OK. Fait Ariane, merci beaucoup. Nous, on aime ça faire des petits les petits calls comme les Vikings. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord de Brise-Glace. Merci beaucoup. Plaisir. Fait que là, Ariane, dis-nous, là, on peut tutoyer, elle nous a permis de la tutoyer. Exact. C'est pas un manque de permission demandée et reçue. Et voilà. Où ça commence? Là, on peut pas te demander ton âge, mais où tu as grandi, où est-ce que tu es? 26 ans. Ah non, 32. Ans. Où ça commence, de où je viens, etc. Ouais. Ben, en fait, je suis née dans les cantons de l'Est, Sherbrooke. Et suite à ça, j'ai pas mal passé une partie de mon enfance, adolescence, à Victoriaville, à côté de Victoriaville, dans les Bois-Francs, le cœur du Québec. Mais depuis peut-être une vingtaine d'années à Montréal. Oui, OK. Fait que Montréal a été ton pied. Pas mal, oui. Tu as mis ton pied à terre à Montréal. C'est ça. Ouais. Je me suis promenée beaucoup entre voyages, mais je revenais pas mal toujours à Montréal, oui. OK. Puis là, quand tu mets ton pied à terre à Montréal, t'es-tu aux études quand tu décides de t'installer à Montréal? T'es-tu en amour avec Montréal aux études ou oui, avant, pas mal toujours retourner aussi aux études. Mais entre les voyages, je sais pas, je trouvais que c'était plus facile. Je trouvais que la vie artistique, culturelle, puis là, des fois, on parle, à l'époque aussi, qui était plus stimulante, je trouvais, puis c'était plus facile de repartir aussi en voyage. Mais en même temps, être proche des Laurentides, proche des cantons de l'Est, où je fais beaucoup de plein air. OK. Donc, ça se fait quand même moins. Je trouve que ça... Si on arrive de sortir la ville au bon temps. Ouais. Surtout, si quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est l'idéal. Tu reviens tout le temps au centre-ville. Ouais. Tu peux vivre transport en commun à 100%, tout ça. Oui, en vélo, transport en commun. C'est tout le temps un entre-deux entre les voyages. C'est vrai. Dans le fond, Montréal, c'est pas juste ta maison, c'est ton halte. Oui, c'est ça, pas mal où la plupart des gens sont, puis des gens importants pour moi, oui. Oh, OK, il y a ça aussi. Oui, c'est important. Oui, c'est important. On revient, oui. OK, puis là, tu as été aux études, là, tu sais, dans le fond. Je veux dire, en quelle année tu as commencé en fait, j'ai commencé à étudier en psychologie. Ça, c'était vraiment ce que je pensais depuis longtemps. Puis à l'époque, j'ai fait une partie du bac, mais ça me fait peur, en fait, façon de parler, parce qu'à l'époque, ça changeait pour la maîtrise, puis après ça, c'est changé pour le doctorat. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais bon. Donc, finalement, j'ai décidé de partir étudier en tourisme. OK. Puis j'ai travaillé beaucoup, quand même pas mal à l'étranger, donc vraiment tout en tourisme, en voyage, là, c'est assez vaste qu'on peut faire. Puis pas mal aussi en coopération internationale, donc ce qui me permettait de rester plus longtemps dans les endroits. Puis je travaillais avec des organismes, avec soit les femmes, les enfants de la rue ou en protection de l'environnement. Et puis, c'est ça. Donc, toujours après, j'ai parti 2 agences de voyage. Donc, une là ça fait 11 ans déjà, Esprit d'aventure. Mais avant ça, ou en même temps, je suis aussi allée étudier en enseignement du tourisme. Donc, j'ai enseigné au cégep aussi pendant 8 ans. Là, malheureusement, où j'enseignais, en fait, ils ont arrêté le programme de tourisme. Depuis la pandémie, il y a eu évidemment, la plupart des étudiants ne sont pas allés étudier en tourisme en voyage. Et puis là, il y a certains programmes qui ferment
Ouais. Donc, ça va revenir, je pense, Oui, mais ça revient tranquillement comme les demandes. Exact. Mais, donc là, en ce moment, c'est ça. J'enseigne pas, mais c'est ça. Je travaille comme journaliste, comme auteur à l'agence de voyage qui reprend tranquillement aussi, puis comme coach avec les outils de la PNL. Ouais. Donc, c'est assez. C'est beau. Ouais, c'est beaucoup. Je veux dire, comment tu prends le temps pour aller faire une randonnée dans tout ça? Ah, je le fais Comment quand tu même. gères ton 168 heures semaine? Ouais, c'est ça. Je l'ai fait, oui. J'aime beaucoup marcher. J'ai un chien aussi qui est très thérapeutique, mais qui marche avec moi pas mal aussi. Ouais. OK. Fait que là, on a fait un peu côté études professionnelles. Là, on va sur le voyage. Oui. Ton premier voyage. Tu t'en souviens comme c'était hier. Oui, bien, premier voyage, je dirais. C'est pas au Dutcher, là. Dis-moi pas. Ben, c'est correct. Je veux pas porter de jugement. Hein. Je pense que souvent, on porte des jugements, des fois, par rapport aux gens qui s'offrent un tout compris, tout ça. En fait, tout est correct, dépendamment de ce qu'on a besoin, tu sais. Mais je dirais le premier voyage plus dépaysant, j'avais 15 ans, si je me trompe pas, puis c'était via un projet, justement, de coopération internationale. C'était au Guatemala. Non, ça va. Puis, on travaillait, en fait, avec une équipe de médecins sur place et on travaillait dans les jardins de plantes médicinales et on faisait la tournée aussi avec eux, la tournée des familles pour expliquer aux mères de famille comment traiter des maladies, en fait, assez simples, mais donc, qui pouvaient pas mais que les enfants, pour lesquels les enfants mouraient parce qu'ils ne pouvaient pas, évidemment, se procurer des médicaments. Donc, comment leur montrer comment traiter les maladies avec les plantes médicinales, hein, parce qu'on revient beaucoup à ça, hein. Donc ça, c'était vraiment intéressant. J'ai pas eu le choix d'apprendre l'espagnol. Ouais, Parce qu'après ça, j'ai continué à voyager, qui est une de mes langues vraiment préférées. Et donc, ça a été ça pas mal, ouais. Guatemala, premier voyage. J'avais 15 ans, ouais. OK, mais attends, les plantes médicinales, là, explique-nous un peu. Là. Je veux dire, t'es arrivé là-bas, puis ils t'ont dit, ben non, on va essayer de traiter les gens avec... C'était avec une association déjà qui existait, Médecins aux pieds nus, en fait, là, que ça s'appelait, donc sur place. Puis eux le faisaient, donc recevaient des bénévoles là, pour... il y avait déjà établi, hein, de toute façon, on le sait, là, la pharmaceutique, c'est basé, on le sait, sur les plantes, mais il y avait déjà établi ce qu'ils pouvaient faire, comment ils pouvaient enseigner aux mères de famille. Je dis les mères de famille, là, excusez, mais c'est souvent ça. Mais dans le fond, ça revient un peu à ce que nos Premières Nations font. Ben oui. Puis on retourne à ça, tu sais, depuis... puis c'est en voyageant, ça, c'est vraiment intéressant, tu sais, de justement, avec les différentes minorités ethniques sur place qui utilisent vraiment, mais ici aussi, effectivement. On peut traiter, je pense, beaucoup de choses, tu sais, avec les plantes. Et on ne sait pas. Non, on le sait pas. Puis il faut faire attention, évidemment, tu sais, pour... c'est une science, là. Donc, il faut faire aussi attention, mais c'est vraiment intéressant, je trouve. Ben oui, c'est intéressant. Retourner aux bases, là. Ben oui. Puis t'en as appris un peu, tu sais, dans le sens, t'as appris un peu de plantes médicinales. Oui. Tu t'es dit, il y a peut-être des choses qui vont pousser dans ma cour au Québec. Oui, pas tout à fait le même climat, mais bon. Ça, je me suis dit. Sur un balcon à Montréal. Oui, les écureuils, c'est ça avec les écureuils. Non, ça le fera pas. Donc ça a été évidemment un premier voyage qui a été... qui a déclenché mon amour du voyage, qui est devenu ma priorité de vie, puis toutes mes carrières ont tourné autour de ça, mais aussi le goût de travailler en coopération internationale, mais pour essayer d'aider. Au final, je pense que j'ai réalisé rapidement que ça nous apporte plus à nous, comme occidentaux, que peut-être aux gens sur place. L'important, c'est juste de ne pas, évidemment... comment je pourrais dire, pas détruire, mais pas évidemment, pas trop les perturber sur place. Mais aujourd'hui, là, je vois ça un peu différemment, là, parce que c'est devenu une business aussi dans quelques endroits, puis malheureusement, c'est malheureux. Mais bon, à l'époque, je pense pas que j'ai nui. Je pense que j'ai apporté un petit quelque chose dans tous les projets après, là, après au Pérou, en Inde, au Laos, au Cambodge, des projets auprès des gens. Mais c'est quand même, aujourd'hui, via l'agence, j'en organise pas parce que je trouve, surtout pas avec les gens ou les enfants, parce que je trouve ça plus dommageable il y a plusieurs... donner un exemple concret aujourd'hui, il y a plusieurs orphelinats qui se construisent au Cambodge. Je dis pas que les enfants, les gens n'ont pas besoin, mais
d'avoir des bénévoles, des voyageurs qui changent à toutes les semaines. Tu sais, ça paraît bien sur les réseaux sociaux aussi. Je dis pas qu'ils ont des mauvaises intentions, mais ça reste que ces enfants-là qui ont déjà été abandonnés, bien là, à chaque semaine, il y a à chaque semaine. Wow. Puis finalement, qu'est-ce qu'on apporte en une semaine? Rien, à moins qu'on aille vraiment une formation particulière. Donc oui, il faut se dire, ben non, je vais rester 6 mois, 1 an, puis je vais apporter quelque chose. Mais de rester quelques semaines... Tu ne vas pas changer grand-chose. Je pense pas. Ben, c'est parce que c'est plus dommageable pour les gens sur place, puis eux, ils peuvent pas aller ailleurs. Là. Non, c'est ça, ils sont pris. Donc, maintenant, je vois ça autrement. Ouais. Faut faire attention. Mais, par exemple, travailler auprès de l'environnement ou auprès de la faune, l'impact est différent. C'est vrai. On va moins les traumatiser. Tu as raison. Sauver des petites grenouilles vertes, ça ne dérange pas. Mais tu me fais penser à un de nos invités, là, parenthèse, Guy, quand il est allé au Mali. Oui. Il avait construit un terrain de soccer. Exact. Puis les vieux de la ville sont venus 2 jours après, ils ont détruit le terrain de soccer en disant vous donnez de quoi à nos enfants qu'on ne soit pas capable de maintenir. Ah, ouais. Vous leur donnez quelque chose, il faut qu'ils travaillent, nos enfants. Ils ne peuvent pas jouer. Il faut l'enlever, le terrain de soccer. C'est tellement triste. Ouais. C'était triste, ça. C'était triste, mais en même temps, peut-être, ils ont voulu bien faire, évidemment, mais peut-être qu'ils s'étaient pas informés assez. Ou les gens sur place, ils ont voulu leur faire plaisir, ils l'ont pas dit. Puis, mais tu sais, un terrain de soccer, là, au pays, il deviendra délabré. C'est pas grave. Ouais. C'est tellement... Je comprends. C'est de la mauvaise bureaucratie, là, ces pays-là. Aussi, ben c'est aussi... Oui, la corruption, par exact. Je veux dire. OK, parlant d'une autre affaire comme ça. Tu voyageais à Guatemala, là, tu étais jeune, mais après ça, tu en as fait plusieurs en Amérique du Sud. T'as-tu senti des fois que tu n'étais pas en sécurité? Y a-tu des fois où tu t'es dit, oh là, j'ai le poignet à la chienne, là? Ouais. Quand même dans plusieurs voyages. Quand même assez souvent. Chaque voyage, c'est ça que je cherche. Non, mais je suis quelqu'un, je pense, qui prend des risques calculés, moins maintenant, mais j'ai beaucoup voyagé seule, puis encore aujourd'hui, puis par choix. Sans rien enlever aux autres façons de voyager, en couple ou en famille ou entre amis, que j'aime aussi beaucoup. Mais voyager seul, c'est vraiment... Puis avec le temps, j'ai encadré beaucoup de femmes aussi qui ont voyagé seules, qui voulaient voyager seules. Je trouve que c'est une des meilleures façons vraiment de se fondre dans l'âme du pays, puis de se redonner confiance, parce que là, on développe des habiletés peut-être qu'on n'utilise pas dans le présent, puis ça, tout dépend de nous. Mais c'est sûr qu'il faut écouter son instinct. Il y a plein de trucs que je donne souvent. Il faut rester alerte. Aujourd'hui, j'aurais peut-être pas l'énergie mentale, disons, pour aller dans certaines destinations que je suis allée, mais par exemple, quand j'avais 24 ans, j'ai fait 1 an en Inde. Puis peut-être que j'étais justement... j'avais l'énergie mentale, puis bon, j'étais peut-être un peu insouciante aussi, tu sais, mais comme jeune femme seule, puis j'étais pas blonde dans le temps, mais quand même, puis je faisais attention, tu sais, comment que j'agissais, comment je m'habillais, etc. Mais là, c'est la relation avec les hommes qui est particulière, puis touche beaucoup, puis... Donc, l'Inde, c'est ça. C'est une autre planète, là. Je dis ça positivement. Donc, on est vraiment en admiration à un certain moment. Puis tout de suite après, on est où? On est très confrontés. Donc, ça a été... je pense que ça m'a forgé le caractère, tu sais. Puis ça a été un peu une petite lutte. Donc, suite à ça, je suis revenue... J'ai fait 1 an en Asie du Sud-Est, donc Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge, Birmanie, donc dans cette région-là. Puis ça m'a pris du temps avant de plus me protéger, physiquement, tout ça, me sentir, ça a pris du temps avant de décrocher. Exact. Puis là, pourtant, dans ces pays-là, en général, peu importe les raisons, puis c'est pas pour justifier rien, mais au niveau de la religion, tout ça, ils sont pas intéressés de la même façon que nous, qu'ils me regardaient pas, au début, je me disais, mon Dieu, est-ce que j'ai pris 20 livres? C'est quoi, il y a personne qui me touche, qui me regarde, c'est pas ce qui se passe, tu sais? Puis non, ça, juste pas intéressé de la même façon, tu sais. Donc, c'est vraiment les perceptions sur place. Donc, ça a c'est ça. Dans certains pays, puis même encore aujourd'hui, je vais éviter, pas nécessairement par manque d'intérêt, mais parce que j'ai peur, parce que je suis pas d'accord nécessairement avec la façon comment ils traitent les femmes, en général, ou en tout cas. Puis j'ai peur de juger. Donc, autant qu'à aller sur place, juger, me sentir mal, je vais dire, OK, je pense que je vais attendre. Puis, parce qu'on ne change pas les gens. Puis c'est qui je suis, moi, pour arriver puis essayer de changer les gens. C'est pas, on va rien changer, là.
Mais non, malheureusement pour les femmes qui sont sur place. Mais donc, aujourd'hui, c'est ça, je choisis peut-être différemment mes destinations, puis j'ai moins d'énergie, je pense, mentale pour vivre en petite lutte. Non, c'est ça. Mais t'as été en Inde, c'est tellement... Ça, 1 an. Des fois, après, je me dis, hey boy, tu te fais roger toi-même. Non, parce que c'était extraordinaire, mais c'était pas facile. C'est sûr, c'est courageux. C'était pas facile. Tu dormais sur tes 2 oreilles? Au moins, tu dormais à un endroit correct? Ou... Puis en plus, à l'époque, je voyageais vraiment avec un budget, un petit budget. Fait que donc, je suis restée dans des taudis, là, tu sais. Ouais, c'était pas... Aujourd'hui, je ferais plus ça. Puis de toute façon, on pourrait pas aujourd'hui voyager avec ce genre de budget-là, mais... aujourd'hui, tu sais, je choisis plus la sécurité, puis aussi, je travaille toujours souvent en voyageant. J'ai le goût, le soir, si je travaille sur mon ordi, tu sais, j'ai le goût des fois, d'être un peu plus confortable, tu sais. Me mettre dans des circonstances un peu mieux, tu sais, pour dormir un peu. C'est compréhensible. Tu as déjà assez donné pour la cause durant l'autre année. Tu as le droit. T'es courageuse. Même nous, on est des hommes. Moi, je ferais pas ça. Je choisirais l'ours. Oui, je choisirais l'ours. C'est vrai. Oui, je le ferais pas. On dirait qu'en Inde, c'est... C'est particulier. Puis c'est pas pour... juger, là, quoi que ce soit, mais il y a une perception, moins aujourd'hui peut-être, mais il y a une perception vraiment des Occidentaux, entre autres, qu'on est très pour eux, pas pour tout le monde, mais évidemment à l'extérieur des villes, pour eux, on est très, ou à l'époque, on est très sexuel, on est très axé sur la chose, puis oui, non, mais peu importe. Donc, ils ont vraiment une perception particulière, tu sais. Donc, mais bref, c'est ça. Il y a bien des anecdotes de ce voyage-là. Mais tu m'intrigues, par exemple. Est-ce que tu as vu le Gange? Oui. Ça puait-tu? En fait, j'ai fait la randonnée pour se rendre de Gangotri. On se rend au glacier de Gomukh, d'où le Gange part. Puis là, vraiment, c'est au nord là, de Rishikesh. Puis là, il passe à Rishikesh, qui est une des villes sacrées. Il y en a plusieurs, où, entre autres, le yoga est parti. Et là, vraiment, là, donc, c'est quand même énorme. Je ne me souviens plus combien de long c'est le Gange, mais quand ils arrivent à Varanasi, où la plupart des hindous veulent terminer leur jour puis avoir leur cendre, c'est ça. T'sais, il a fait un chemin, là. Donc, je me suis baignée à la source puis à Rishikesh. Mais là, à Varanasi, tu mets pas ton orteil, là. Non, hein? Eux le font, là. Oui, Ils font les bains rituels, etc. Mais non, j'ai pas c'est osé. La piqûre de tétanos qui va te sauver, là, si tu vas J'ai pas osé. C'est vraiment particulier, parce que Varanasi, il y a 2 gardes de crémation, puis je conseille pas de se rendre là au début d'un voyage. Non. C'est sûr, c'est pas à Tourista que tu vas pogner, là. C'est autre chose. Après, tu sais, les gens ont peur d'être malades en Inde, puis à part à Delhi, qui est, tu sais, les capitales, souvent où les gens arrivent au début, que l'ambiance est un peu particulière parce qu'ils savent que tu arrives là, souvent au début, en premier lieu, puis à part là, où quand j'arrivais, je tombais malade, puis quand je ressortais, j'étais mieux. Ailleurs, j'ai pas... moi, je suis pas malade en voyage, je suis plus malade ici. Il doit y avoir un petit lien avec le stress. Ah oui, le stress, ce serait la corrélation. C'est particulier parce que je dors bien ailleurs, dans n'importe quelle condition, puis je suis pas malade. Puis ici... C'est le stress? J'imagine, tu sais. Mais ça peut... Le soleil, la température peut jouer aussi. Oui, les décalages de température aussi. Tu sais, on joue avec des décalages de moins 30, en ce moment, c'est particulier, d'un jour à l'autre, Mais sinon, en Inde, est-ce que tu as vu les trains surchargés? T'as-tu embarqué dedans? Oui, j'ai fait... Ça, c'est effrayant, ça. En 3e classe, là, je l'ai fait 1 fois ou 2. Maintenant, plus, tu sais, après, c'est en 2e classe. Puis la première classe, qui est quand même très simple, on peut plus y accéder, en fait, maintenant, parce que je peux même pas la réserver pour les clients à l'agence, parce que c'est les hauts placés qui ont accès, même s'ils voyagent, voyagent pas. VIP only, puis c'est tout le temps vide maintenant à cause de la réalité actuelle. C'est fou, hein? Mais la 3e classe, c'est assez particulier, là. On surfait, là, je l'avais fait avec un ami italien, puis on surfait sur les gens pour essayer de sortir, puis là, espérant que les bagages vont se rendre puis qu'ils vont être encore là quand on va sortir. Ça n'a pas de sens. Les trains sont overloadés. Il y a même des gens accrochés dehors quasiment.
quasiment. Ouais. Voyons donc. Tu sais, man, il y a des... c'est toute une expérience. Mais tu sais, c'est des belles expériences. Ça, c'est le fun parce qu'on entend parler, on en a appris au secondaire, on en a appris à l'école, puis là, tu le vois, toi, t'es allé le voir en vrai, tu sais. Oui, c'est vraiment significatif. Donc, il y a un de mes bouquins qui s'appelle « Elles ont conquis le monde en solo ». Donc, c'est un collectif que j'ai dirigé puis avec 9 autres auteurs. Et on raconte tous un des voyages les plus significatifs qu'on a fait en solo. Donc, moi, je parle de l'Inde, mais je parle aussi, entre autres, je raconte l'anecdote du train. Mais je parle aussi que j'ai passé là, 1 mois et demi avec les jeunes femmes tibétaines, parce que la plupart des Tibétains habitent au Népal, puis sont exilés au Népal, puis en Inde, au nord de l'Inde. Donc, avec les jeunes femmes tibétaines dans un monastère tibétain. Donc, ça a été aussi particulier comme expérience. Ça a été super significatif. Là. C'est certain. Donc, je raconte cette... je fais un petit... explique-nous un peu, là. Comment ça s'est passé dans le monastère? C'était comment? En fait, faire une histoire courte, c'est ça. Il y avait déjà, tu sais, il y a quand même beaucoup de bénévoles qui viennent aider, volontaires qui viennent aider qui viennent aider les Tibétains qui sont en exil. Mais moi, j'avais proposé un projet d'éducation sexuelle puis d'éducation, tu sais, l'hygiène, etc. Parce que les jeunes femmes, ils vivaient vraiment avec, tu sais, ça, des moines, des hommes. Donc, les choses, il n'y a rien qui se disait, en fait, là. Puis ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait et tout ça. Donc, ça a été un beau défi parce que c'était en anglais, puis là, pendant que j'apprenais mon tibétain. Puis aussi, mis à part ça, je veux dire, je ne pouvais pas en parler comme si j'en parlais ici, évidemment. Les tabous sont importants, là. Donc, c'était un beau défi, mais je pense que... En tout cas, je pense que... J'espère que j'ai apporté quelque chose. Bon, j'ai dû malheureusement partir. Il va falloir lire l'histoire dans le livre. J'ai dû malheureusement partir d'urgence pendant la nuit parce que, bon, je pense que ce que j'ai compris ce que je pense, en fait, c'est qu'il y avait des Indiens qui étaient jaloux peut-être de l'attention que les Tibétains recevaient, puis par les volontaires. Donc, j'ai dû partir. Là, la police est arrivée et tout ça. J'ai dû partir seule au milieu de la nuit dans la montagne, là, ce qui était... En tout cas, bref, ça a été une nuit particulière. Il ne m'est rien arrivé, là, mais j'ai eu peur, tu sais. Ben oui. Effectivement. Ben oui. Avec tous mes bagages sur moi, tu sais. Donc, mais ça, on s'en fout, là, c'est du matériel, mais... Donc, ça a été une expérience. Quand tu reviens de ces voyages-là, tu te dis-tu, je me sens vivante? Tu te dis-tu, genre, j'ai eu la chienne, j'aurais jamais eu la chienne comme ça au Québec, là, je me sens vivante. Ben oui et non. C'est sûr que le voyage, c'est ça. Ça a toujours... moi, c'est ma thérapie. Ça a été... Tout tourne autour de ça. Je me sens la meilleure version de moi-même. C'est cliché, mais c'est vrai. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais c'est comme ça je me sens. Puis, même si je voyage beaucoup pour le travail aussi en même temps, puis je suis toujours en train de travailler, donc ça pourrait être plus stressant parce que là, je dois me lever plus tôt, me coucher plus tard, puis gérer tout ça. Puis c'est quand même moins stressant que je me sens moins stressée physiquement qu'ici. Et donc, c'est... la question, c'était, tu me disais... Si tu te sentais vivante quand tu Oui, vivante. Ben oui. Sentais... Oui, puis même encore aujourd'hui, j'essaye de... Comme ma mère, j'ai l'exemple de ma mère qui cultive son cœur d'enfant. Là. Tu sais, ma mère, c'est une prof de maternelle, puis vraiment... Puis j'en parle dans le livre, entre autres. Elle arrive, en fait, à être épanouie, vraiment enthousiaste devant les petites choses. Là. Donc, en voyage, ça arrive pas mal tout le temps. Puis je me dis, quand je vais me sentir vraiment désabusée, ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que c'est tout le temps ça, mais quand je vais me sentir vraiment désabusée, il faudrait que j'arrête, tu sais. Mais là, encore aujourd'hui, je suis encore... puis j'essaye de ramener ça dans le quotidien, là, ici, là. Mais, je veux dire, je suis encore épanouie devant un coucher de soleil, tu sais, ou la plage, ou peu importe la montagne, les rizières, tu sais, peu importe les rencontres avec les gens, tout ça, tu sais. Donc, tant mieux. Ben oui, tant mieux. D'être capable d'être épicurien dans son monde natal, là, tu sais, d'être capable de trouver... Fait que j'essaye de ramener ça ici, mais c'est pas tout le temps évident. Mais en voyage, tout de suite, peu importe la destination, peu importe la langue, ça, oups! Fait qu'il n'y a jamais eu une destination que tu n'as jamais eu cet effet-là.
Ben, je veux dire, des fois, c'est ça. Des fois plus difficile ou des fois dépendamment de mon état d'esprit. Mais en général, là, j'arrive à assez bien décrocher. Puis même si je suis occupée ou que ce soit en congrès pour l'agence ou en voyage de presse, tout ça, puis avec des deadlines, des articles à remettre, tout ça, j'arrive quand même à... C'est pas pour me péter les bretelles que je dis ça, mais moi, je continue à voyager parce que ça m'apporte ça. Oui, ça me donne une bonne idée aussi de quel genre de personne tu es, parce que de la façon que tu parles, c'est que t'aimes un peu le chaos, peut-être, ça te dérange pas. Ouais, je suis quand même à l'aise fatiguée, dans le chaos. Là, ouais. mais le chaos, c'est ça, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui me dérange, tu sais. Ouais, en voyage, je suis comme, peu importe, tu sais. Est-ce qu'un voyage, disons que tu vas avec quelqu'un, là, t'es pas solitaire, puis il veut rien faire, est-ce que ça te gosse? Ben après, tu sais, je veux dire, tant mieux, c'est correct de se reposer aussi, mais après, rien n'empêche de faire chacun ses choses, tu sais, puis ouais, je pense qu'il faut se respecter là-dedans aussi quand on voyage avec des amis ou tout ça, de peut-être parler au départ, dire, hey, peut-être que ça va arriver, qu'on va se séparer, puis c'est correct, tu sais. C'est vrai, ça. Parce que je pense que les gens le disent pas, puis là, ils accumulent peut-être des frustrations sur place, mais au lieu de dire, hey, on peut se séparer une journée, là, tu sais, puis faire ce qu'on a envie, là, puis c'est correct, là, on se retrouvera à soir, tu sais. On va rester tous d'amis après, là. C'est ça, au lieu d'être frustré, là, tu sais. Parce que ça gâche un voyage après, là, l'énergie change. Mais il y en a beaucoup qui vont... Celui qui est pas à l'aise, là, qui est allé dans le voyage, mais lui, il est pas à l'aise d'aller tout seul dans sa journée. Non, il va en vouloir aux autres ou à l'autre. Il va dire, genre, mais t'as raison, il faut le dire au début, il faut le dire avant communication. de partir. C'est ça. Oui, avant de partir, avant de réserver, oui, donc, mais c'est ça, on apprend aussi. Puis oui, il y a des amitiés qui se sont terminées aussi en voyage. Oui, c'est un endroit, c'est ça, des amitiés et des mariages, ça arrive toujours. C'est un bon test de voyager ensemble, encore plus qu'habiter ensemble, moi, je pense, dépendamment de la destination, mais là, c'est parce que t'es plus ensemble, puis... Vous allez confronter des fois à l'adversité, mais les adversités en territoire inconnu, ou des choses que vous ne vivrez jamais sur votre résidence. Là. Exact. Ça fait que... un travail d'équipe, là. Ça peut être n'importe quoi. Là. Juste en kayak là, à deux, là, ça peut mettre un couple à l'épreuve là, à un moment donné. Là. Ah oui. Mais même nous autres en kayak, croyez des vieux marins. Non, on était une équipe. Mais non, on traverserait ça facile. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est voyager avec quelqu'un, puis tu te dis, tout va bien aller, puis là, tu arrives en voyage, tu es comme, hey, je suis en train de regarder un adulte s'ennuyer de des gens. Puis tu sais, il réalise pas, là, il devient désagréable, il compare, puis là, il parle de... Puis là, il juge les gens autour, puis t'es comme, mais pourquoi tu deviens désagréable? Pourquoi tu t'ennuies de chez vous, là? Je veux dire, on vient d'arriver. Ben oui. Il y a des gens, là, c'est au moment qu'ils arrivent en voyage, ils deviennent... L'insécurité, puis la peur de la différence, tu sais, Ben, c'est comme quand on juge, c'est un peu ça, tu sais, l'ignorance, au lieu de dire... Mais c'est pas toujours facile à faire, là, mais au lieu de dire, hey, je suis vraiment ignorant par rapport à telle culture ou telle tradition, mais tu sais, je vais poser des questions, tu sais. Moi, je pose beaucoup de questions, des fois, c'est peut-être fatigant, mais ça, c'est peut-être la formation professionnelle, parce que, tu sais, comme journaliste, ben non, j'ai envie, tu sais, j'ai envie de savoir, puis je vais le dire. Hey, je suis vraiment désolée, tu sais, je connais pas, mais c'est parce que, bon, on peut pas... si on n'a jamais été confronté peut-être à cette culture-là, mais je vais poser des questions. Puis en général, les gens, ça leur fait plaisir, là, tu sais. Justement, tu sais, qu'on s'intéresse à eux, puis... On est-tu encore bien traités, les Canadiens, à travers le monde? Je pense que oui. Ça peut-être... Est-ce que ça a changé des moments quand... je dirais à cause de nos voisins du Sud, qu'on a suivis à quelques occasions. Mais je pense que oui. Je pense qu'on est quand même assez aimés. Je pense que les gens nous voient très quand même chill ou accueillants en général. Qu'on prend pas trop de place, tu sais. En général, je pense qu'on est bien accueillis. On a toujours eu une bonne réputation à travers le monde. Le Canada, Il y avait sur Reddit une famille américaine, puis il disait, mettez une épinglette canadienne quand vous en allez sur votre sac à dos. C'est ça le truc. Les Américains font ça. Mais ils vendent depuis longtemps. J'ai pas recherché dernièrement, mais des espèces de kits là, comme pour voyager pour les Américains, mais genre à la canadienne. Ou en tout cas, dans le temps, ça marchait. Petit life hack pour les globetrotters, là. Prenez ça en note. C'est excellent. Mais après, je veux dire, tu sais, peu importe ce qu'on pense de ce qui se passe aux États-Unis, tout ça, tu sais, c'est pas tant l'individu, là, c'est plus là. Y a-tu des endroits que tu as visité aux États-Unis et tu as fait tabarouette, c'est juste à côté de nous, puis c'est formidable. Parce que c'est énorme, hein, les États-Unis. Puis au niveau, moi, je fais beaucoup de plein air, fait que c'est sûr que je suis allée dans. Je dirais que c'est
ben, tu sais, il y a des destinations, je veux dire, à New York, j'y vais comme, je pense, quasiment à chaque année, tout ça, puis c'est différent, mais il y a, tu sais, puis c'est ça, toute la côte Est, pour faire le plein air, ou la côte Ouest. Là, je suis allée dernièrement à Charlestown aussi, justement, en Caroline du Sud, parce que j'avais des amis là. C'est très beau, mais c'est sûr que l'histoire est évidemment tragique, parce que c'était le centre, là, vraiment, pour l'esclavage, puis bon, le travail dans les plantations de riz, surtout, puis après le coton, tout ça. Donc, c'est sûr que c'est très riche. Oui. Ouais, c'est un Pas gros bagage. pas pour la raison Non. qu'on aimerait. Mais c'est magnifique, les photos que... Mais oui, ça a été... mais c'est ça, encore là, il faut... Après, je voulais visiter des plantations ou des maisons coloniales, etc. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas l'histoire des gens, comment ils vivaient, tu sais, c'est comme ça. Moi, personnellement, c'était pas ça que je voulais savoir. C'était plus comment les esclaves vivaient, puis survivaient, hein, parce que, mon Dieu, quelles conditions. Puis c'était sûrement pire que qu'est-ce qu'ils nous montrent. Ben oui. Donc, c'était plus ça qui m'intéressait, puisque la vie des gens riches et célèbres, Genre, on peut... Ben, ou, en tout cas... Non, on peut se l'imaginer, mais ça. ils ont fait leur sous à cause des C'est esclaves. ça, exactement. Donc, je pense que c'est important de le savoir, mais c'est pas facile à apprendre. Mais c'est ça, il y a plein d'États que j'ai pas visités non plus. J'étais portée, je pense, plus à partir ailleurs. À l'international. Oui. Ben, même au Canada, ça m'a pris du temps avant d'aller dans l'Ouest canadien, puis pas parce que c'est pas beau, au contraire. Mais je sais pas, je pense que c'est souvent comme ça. Si on va pas planter des arbres quand on est jeune, hein, parce qu'il y a... après, je pense qu'on attend un peu, on a le goût d'aller peut-être plus à l'international, mais c'est magnifique, tu sais. L'Ouest canadien, entre autres, c'est magnifique. Le Québec aussi, je le fais quand même beaucoup, comme j'écris là-dessus, donc c'est magnifique aussi, tu sais. Ah oui, on a des paysages à couper le souffle. Ben oui. Vraiment. C'est impressionnant, mais encore là, comme tu dis, c'est rien comparé à la Suisse, disons. Quand tu arrives en Suisse, là, tu fais comme ça, c'est du paysage. Là. Oui, ça fait très longtemps que je suis allée en Suisse, ça coûte une fortune. J'imagine. Donc, je pense que, je sais pas, je pense que tout est intéressant, tu sais, ça dépend de ce qu'on recherche. Oui, c'est vrai, t'as raison. À ce moment-là, tu sais, je me suis intéressée à l'observation de la faune il y a longtemps. Donc là, souvent, c'est ça. Après, dans mes voyages, j'ai inclus ça, tu sais, puis les safaris en Afrique. Tu prends tes photos aussi? C'est toi qui prends toutes les photos de tes... Là, tu parles, mettons, sur Instagram, ce que je mets sur Instagram? Non, sur ton livre Les animaux... Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs que j'ai pris, mais pas tous, parce que maintenant, les éditeurs achètent aussi souvent plus dans des banques. Là, ça doit revenir un peu moins cher. Mais plusieurs, oui. Oh, ouais. Mais sur le site web de l'agence, sur mon blog, oui. Oui, c'est sûr qu'on devient photographe amateur quand on voyage, puis surtout en safari en Afrique, tout ça. C'est quoi ton... Est-ce que tu le fais 100% avec ton cellulaire ou c'est avec un appareil de voyage? Maintenant, oui, mais j'ai un bon appareil, mais maintenant, je le traîne plus souvent. C'est comme tellement avec... c'est ça. C'est juste plus facile avec les téléphones. Les cellulaires, puis... leurs caméras sont tellement aussi bonnes. Là. Puis ça fait qu'à l'aéroport, tu ne payes pas de surcharge de poids. Tu sais, quand tu voyages solo, le backpack, là, longtemps... Exact. Puis c'est plus facile pour transférer sur les réseaux sociaux, mais oui, je fais les deux. Mais là, tu as parlé de safari, là. Ça nous intrigue un peu, là. Je veux dire, c'est où tu fais tes safaris? En fait, Kenya, donc l'Afrique de l'Est. Là. Kenya, j'ai même appelé mon chien Kenya, donc ça vous donne une idée. Kenya, Tanzanie, Rwanda, Ouganda, ça, c'est vraiment plus pour l'observation des gorilles de montagne. Puis sinon, Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Zambie, Madagascar. Donc, c'est vraiment spécial. Puis ce que j'aime, depuis quand même plusieurs années à l'agence, c'est ce qu'on encadre beaucoup les gens s'affaire en Afrique parce que c'est ce que j'aime. C'est un rêve d'enfance pour la plupart. Donc, ça fait longtemps qu'ils y pensent. Ils savent que c'est un peu plus dispendieux comme type de voyage. Donc, ils sont positifs aussi, ils sont préparés. Donc, c'est agréable, en fait, là, d'organiser ça pour eux. Puis, c'est pas des destinations qu'on fait à sac à dos, pas vraiment. Comme en Asie du Sud-Est, par exemple, qui se fait mieux. Puis, je pense que ça insécure un peu plus les gens. Donc ils ont besoin comme qu'on les encadre un peu plus. Autant en privé que comment ça marche, John? Moi et JM, on veut rentrer dans un... On veut aller en Afrique. En Afrique.
Comment ça fonctionne? Bien, ce qu'on fait à l'agence, c'est surtout... Notre spécialité, c'est vraiment le sur-mesure en privé. Fait que ça, c'est vraiment, exemple, vous êtes 2, puis c'est vraiment selon vos goûts, vos intérêts, vos dates, la durée souhaitée, le type d'hébergement. C'est vraiment un voyage personnalisé, avec guide, chauffeur. Il y a des destinations qu'on ferait en location de voiture aussi, par exemple. Mais comme c'est plus dispendieux comme voyage, on a aussi développé des mini-groupes pour ces destinations-là. Oui. Donc, les deux se font, on peut combiner. C'est quand les meilleures dates, disons, pour pas se faire... L'Afrique de l'Est, de juin à octobre, parce que là, on s'en va vraiment vers la saison sèche. Puis c'est important pour les safaris, parce que plus c'est sèche, c'est sûr que le paysage change, mais les animaux se regroupent vraiment plus aux quelques points d'eau. Parce qu'en saison des pluies, ils sont un peu partout. Ils sont dispersés. OK. Ouais. Fait que ça change. Après, vous pouvez faire l'ascension du Kilimanjaro aussi en Tanzanie. Oui. Ça fait partie de ma bucket list. Ça, pour vrai? Oui. Ça a été... moi, ça a été... Je vais beaucoup de montagnes, ça a été quand même l'ascension la plus difficile, pas au niveau du terrain, mais plus parce qu'on se rend à 6000 mètres, là. Oui, quasiment. OK. Comment ça va? Donc, plus au niveau... Oui, c'est ça. Tu sais, si j'encourage les gens parce que une fois sur deux, ça peut être différent. Moi, une fois sur deux, c'est différent comment je me sens au niveau de l'altitude, puis ça n'a pas rapport avec la forme physique. C'est plus facile pour les fumeurs parce qu'ils sont habitués. Mais après, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir autant d'endurance. C'est génial. Ça. Le gars, il monte ça, puis tu le vois. Ben, les guides, des fois, tu sais, ou les Sherpas, par exemple, j'ai guidé au Népal, puis là, les Sherpas, ils fumaient, puis là, j'étais en mode... J'adore ça. C'est drôle. J'adore. Les autres, t'es soufflé comme, tu sais, toutes bien équipées, puis tout ça. Puis les autres, tu sais, des fois, sont moins équipés, malheureusement, pour eux, mais... donc, ça dépend vraiment d'une fois sur deux. Puis le truc, c'est d'être reposé, tu sais. Puis vraiment... puis il y a plein de petits trucs après, là, pour s'aider pour l'altitude, mais... donc, c'est ça. Moi, une fois sur deux, c'est différent. Mais c'est pas aller marcher à Saint-Donat, là. Tu sais, ça reste quand même que la nuit, on dort mal en altitude, donc c'est plus l'accumulation, tu sais. C'est sur combien de jours ça se fait? Bien, il y a 4 voies, en fait, pour le Kilimanjaro, mais disons la voie Machamé, la plus populaire, puis qui est magnifique, c'est sur 7 jours, tu sais, à peu près. Fait que souvent, moi, je conseille aux gens vraiment d'arriver quelques nuits avant, plus pour se reposer, parce que c'est le truc, tu sais. C'est une épopée, là. C'est magnifique. Puis essayer de... Mais c'est facile à dire, là, mais essayer de focaliser sur le... Hein, mais ça, c'est comme dans la vie, sur le chemin que sur le sommet, parce que... C'est vrai. Les deux sommets, là, ouais. Enjoy the process. Ouais, mais tu réalises-tu, après 4 jours, j'ai plus de cigarettes, là? Moi, il n'y en a plus de process, là. Après 4 jours, il n'y a plus de process. Non. Qu'est-ce que tu penses de ça, les touristes qui font le Mont Everest, puis là, il y en a qui meurent, puis tout le monde passe à côté. C'est devenu une grosse business touristique. Oui. Moi, j'ai guidé quelquefois le camp de base de l'Everest. Il y a 4 camps, là. Puis moi, j'ai guidé le premier camp. Oh, oui. Donc, c'est un 10 jours, là, aller-retour. À partir de Lukla, on vole sur Lukla, Katmandou, Lukla, puis c'est un 10 jours, aller-retour. Et là, le camp de base, on est à 5400 mètres. Puis après ça, il y a 3 autres camps de base. Puis vraiment, jusqu'à l'Everest, si je me trompe pas, puis là, ça, je ne l'organise pas à l'agence, mais si je me trompe pas, là, la saison est vraiment courte, là, pendant, je pense que c'est la fin de l'été ou la fin de l'été. Et ça peut coûter entre 50 à 100 000, tu sais. Wow. Donc, n'importe qui peut le faire, mais n'importe qui a les sous. Je parle n'importe qui, finalement. Les gens qui le font, c'est pas tant mieux pour eux, mais c'est pas nécessairement, je veux dire, des alpinistes dans le sens que c'est parce qu'ils ont les sous. Ça se peut qu'ils n'aient jamais fait ça de leur vie. Puis là, ils meurent là-bas. Ils sont aidés. Après, à 5000, tu sais, il y a différents, évidemment, stages, niveaux. Puis après, le camp de base, c'est 8000 quelques. Hey. Après 7000 mètres, c'est la zone de mort, en fait. Donc, à partir de 7000, le corps, il s'adapte plus, là. Il s'acclimate plus, là, tu sais. Donc, il faut vraiment aller rapidement dans cette zone-là. Puis souvent, même au Kilimanjaro, ils disent, bon, selon les statistiques, c'est plus souvent quand les gens redescendent, en fait, qui arrive un accident ou qui meurent, parce que là, l'adrénaline du sommet, elle est faite,
puis là, ils veulent vraiment se dépêcher. Là, parce que même pour le Kilimanjaro, Kilimanjaro, la photo, tu veux la prendre rapidement puis redescendre là, parce que tu te sens pas bien. T'sais. Donc, c'est sûr qu'il y a des dangers et il y a évidemment autant de dangers pour les Sherpas au Népal, qui font, que c'était une minorité ethnique qui vivait en montagne, mais même pour eux, s'ils retombent au niveau de la mer ou ils voyagent, ils reviennent après, tu sais, avec... Donc, c'est aussi... Puis depuis quand même plusieurs années, même si la saison est courte, tant mieux pour eux, en fait, mais depuis plusieurs années, ils sont en grève. Bien, il y a des grèves, là. Il y a eu quelques grèves parce que leurs conditions, s'ils meurent, leur famille reçoivent presque rien. Tu sais, dans le 50 à 100 000, ça va surtout au gouvernement puis aux agences étrangères, ça va pas. Donc il n'y a rien souvent qui vont à leur famille, puis ils prennent énormément de risques. Puis sérieusement, la plupart des gens, je pense qu'ils ne réussiraient pas si les Sherpas ne seraient pas avec eux, tu sais. Donc, il y a des fois, tant mieux pour eux, même s'ils perdent des sous, mais ils se révoltent, là. Donc, est-ce que ça va changer? Je ne sais pas, tu sais. Stifi, mais ça répond pourquoi, dans le fond, qu'il y a une tas de cochonnerie aussi, parce que c'est des gens qui payent 50 000. Ils s'en foutent. Il y a ça, mais il y a aussi... Personne, après 7 000, là, puis les gens sont comme plus capables de rien faire, là, de limite de penser. Fait que ramener une bonbonne... Ouais. Puis, ils l'ont fait il y a quelques années, je ne sais pas si ça se fait encore, mais ils disaient, bien, si vous ramenez, mettons, un peu de déchets, peut-être pas une bonbonne vide, mais un peu de déchets, on va vous redonner, mettons, 2 000, 5 000. Mais tu sais, quand tu as payé 100 000, là, je pense que tu t'en fous un peu, en fait, d'avoir 2 ou 5 000. Fait que ça ne marche pas. Faudrait qu'ils redonnent beaucoup plus, mais en même temps, tu sais. Donc, effectivement, beaucoup de déchets. Vraiment jusqu'à Everest. Ce qu'il n'y a pas au Kilimanjaro. Là, on est un peu plus bas, mais il n'y a pas de déchets. T'sais, parce qu'il faut ramener, c'est géré différemment. Il faut vraiment ramener tous ces déchets. Ouais, mais c'est bien, ça. Il n'y a pas de déchets. Ils l'ont peut-être fait, ils sont peut-être aussi fiés sur l'Everest qui a commencé à être commercial avant. Donc, Kilimanjaro, il n'y a pas de déchets. Puis pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'aller chercher la madame qui était endormie gelée là? Est-ce que tu sais ça? Pourquoi? Parce qu'il y a des... Ben, c'est les gens, tu sais, à partir de 7 000, puis en descente, ils sont comme à moitié. Fait que ramener quelqu'un d'autre, ça, puis on peut pas y aller en hélicoptère comme ça. On peut pas se poser à cause de l'altitude. Fait que c'est tragique quand on pense à ça, mais je pense qu'ils en ramènent un peu tranquillement, mais ouais, c'est fou parce qu'il y a comme des corps, là, tu sais. Oui, il y a des corps, c'est terrible. L'humain est drôle, là. Je veux dire, je comprends pas ces affaires-là. Est-ce que tu as visité le Machu Picchu avant? Oui. Ça, j'ai travaillé au Pérou quelques fois. Puis oui, le Machu Picchu qui est quand même... il y a différents treks de 4 jours ou 10 là, qu'on peut faire pour arriver au Machu Picchu, comme le trek des Incas ou le trek Salkantay, et donc qui est plus bas en altitude. C'est magnifique comme site, là, effectivement. Puis c'est significatif, évidemment. C'est tellement intéressant, tout ce que les Incas ont créé. T'sais. Est-ce que l'architecture, t'es comme... C'est sûr qu'ils n'ont pas fait ça à la main. Là. Tu l'as vu, toi, tes yeux vus. Là. C'est difficile à comprendre, ouais. Comme aussi les Mayas, justement, au Mexique puis au Guatemala. Comment ils ont pu... Ils ont utilisé beaucoup de gens. Ouais. Ils ont forcé beaucoup de gens. Comme les pyramides en Égypte, ils ont forcé beaucoup de gens oui. Mais tu sais, non, mais Machu Picchu, c'est des airs. Aussi, oui. Comment ils ont fait ça? Non, c'est difficile à comprendre, oui. Puis là, on ne peut plus y aller, là, c'est fait. Là, hein? Non, ben, ça fait des années qu'ils parlent d'arrêter, en fait, de la visite ou vraiment limiter. Mais ça correspond, en tout cas, les dernières années, quand j'avais regardé, ça correspond, je pense, à 90% du tourisme. Donc, est-ce que le gouvernement va... Non, je pense pas. Non. Il y a un permis pour le trek des Incas. OK. Puis il y a un nombre maximal par jour, mais je pense qu'il est quand même assez élevé là, pour voir le site du Machu Picchu, tu sais. Mais je pense pas que ça va arrêter, parce que je pense que c'est trop lucratif. C'est trop normal. On a le temps, guys, on a le temps. Oui. Autant l'Everest, le Machu Picchu, le Kilimanjaro, c'est tout le temps les propriétés du gouvernement, dans le fond. C'est jamais des compagnies privées, là. C'est tout le temps l'État qui ont ça. Oui, les parcs, oui. C'est comme ça devient des parcs nationaux, puis C'est fou, hein? C'est vraiment des trésors nationaux. Là. Oui,
T'as-tu vu des volcans? Oui, oui. Puis ça, c'est en randonnée, c'est intéressant aussi. Donc, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Costa Rica. C'est effrayant. J'en ai jamais vraiment vu en éruption, là, ou, tu sais, pas en éruption, mais entre deux. Mais c'est impressionnant. Oui. Oui, oui, oui. Ça doit. C'est clair. Ça, c'est très différent de ce qu'on connaît. Ouais. OK. Puis nous, je connais en bateau. Est-ce que tu parlais de voile au début? Oui. Est-ce que tu as fait des croisières? As-tu fait oui, bien, de la voile, en voilier, en catamaran depuis une vingtaine d'années, que j'en fais aussi pas mal. C'était mon rêve de vie, en fait, de faire le tour du monde 5-10 ans. Pour vrai? Puis là, bon, la pandémie a fait, on va dire qu'on a fucké le chien. Puis, tu sais, il survient des choses, donc financièrement et tout ça, pour faire une histoire courte. Donc là, en ce moment, je pourrais peut-être m'acheter un petit Zodiac, là, mais peut-être pas le bateau, le voilier. Ça fera pas le tour du monde. Ben, puis seul, c'est ça. Ça se fait plus à deux. Seul, voyager seul comme femme, c'est une chose. Mais même seul sur un bateau, faire le tour du monde, même comme homme, c'est particulier, là, c'est difficile. Donc oui, mais j'ai fait souvent souvent à l'occasion comme équipage. Donc par exemple, équipage, on paye un petit quelque chose pour la nourriture, puis au moins on peut apprendre. Donc ça aussi, 6 mois là, en Asie, là. Entre autres. Donc, ouais. Puis c'est intéressant dans le sens que, parce que j'ai pris beaucoup de cours un peu ici et là, et souvent, quand j'étais en Malaisie ou en Thaïlande, en voilier, on faisait des chiffres de nuit, ce que j'aimais bien. Comme ça, j'avais pas à tolérer le capitaine. Tu sais, les capitaines, ils ont le syndrome, des fois, justement. Le syndrome, je dis, du capitaine, des fois, pour ça. Mais c'est qu'ils ne respectent pas. Tout ce que j'avais appris, n'était pas respecté. Donc là, lumière rouge, bleue, verte qui clignote. Là, ça veut dire quoi, tu sais? C'est pas clair. Puis, une anecdote en Thaïlande, les bateaux de pêcheurs, je l'ai appris assez rapidement, ils nous coupent, les petits, là, ils nous coupent souvent rapidement. Ils ne mettent pas leur lumière, par exemple, puis ils nous coupent souvent rapidement pour nous voler notre chance, pour avoir plus de poissons. Donc, c'est la première fois que ça t'arrive, là, c'est ça. Ça fait assez peur, disons, le soir. Puis là, en plus, je faisais des farces. En plus, moi, je suis végétarienne. Tu sais, j'étais là, je mange même pas, là. Je mange pas de poisson. Ouais, même pas là pour pêcher. Tu goûteras même pas. Calice. Donc, tu végétarienne pour vrai? Oui. Attends, t'as voyagé dans tout le monde. Tu n'as pas goûté à tout. Non, ça fait 20 ans, oui. Végétarienne, ouais. Fait que des fois, c'est compliqué. Ben, c'est sûr que c'est compliqué. Des fois, c'est ça. Tu sais, en randonnée, surtout aussi. Tu sais, mais c'est ça, je suis pas végane parce que là, ça serait encore plus difficile. Ouais, parce que les œufs, souvent, ça me sauve la vie, là, tu sais. Mais ouais. Crime. Moi, je pensais qu'on allait parler des meilleurs pays à manger là-bas. J'écris là-dessus, j'organise des voyages, mais non, je mange pas la viande, non. Qu'est-ce qui t'a emmené, il y a 20 ans, à prendre cette décision-là, exactement? Je pense que au départ, là, la compassion envers les animaux, mais aussi être contre tout ce qui est commercial, tu sais. Mais j'ai grandi sur une ferme de chèvres, là, donc c'est pas ça la problématique, tu sais. C'est pas le petit cultivateur ou le pêcheur, c'est pas ça, tu sais. Mais puis après ça, je pense plus pour l'environnement, pour faire ma part envers l'environnement. Il n'y a rien de parfait, là, dans la vie. Je le sais, les gens vont dire, oui, mais tu prends l'avion. Je le sais, tu sais, il n'y a rien de parfait. Je rachète mon empreinte carbone, mais c'est pas parfait, mais je la rachète. T'as vu l'Inde, tu sais, on est déjà dans ce cave. Hey, t'as vu l'Inde. Après ça, tu dois te dire, genre, c'est pas ma paille en carton qui change de quelque chose. Exact. En fait, on consomme, tu sais, je trouve qu'on est très mal placé pour juger parce que c'est quand même nous autres qui consomment le plus, tu sais. Puis, mais j'essaye de faire ma part, mais il n'y a rien de parfait. Tu sais, si j'étais vraiment cohérente avec mon discours, je ne prendrais pas l'avion, tu sais. C'est vrai.
Mais tu voyagerais pas ou peu. C'est ça. Après, tu te dis, ben, c'est extraordinaire de voyager au Québec, mais c'est sûr que si on va aller chercher, si on veut aller apprendre d'autres cultures, ben, c'est ça, c'est pas possible. Fait que c'est ça, il n'y a rien de parfait, mais c'est sûr que j'ai l'impression quand même que ça aide un petit peu, tu sais. Puis en tant que végétalienne, est-ce qu'il y a des endroits où tu t'es dit, Christy, là, pour un végétalien, c'est le meilleur endroit à aller dans le monde, ici? Végétalien ou végétarien? Végétarien, excuse-moi, je me suis trompé. Ben justement, en Inde, tu sais, il y a plus de... Les hindous, à la base, sont végétariens. Donc, il y a plus de... Tu sais, c'est quand même pas un nouveau concept, là, on s'entend. Là. Mais il y a plus de végétariens en Inde que l'inverse. Ouais, les hindous, je sais qu'ils ont les animaux sacrés, là. Fait que la vache, oui. Oui. Ceux qui sont hindous. Puis, sinon, ben Thaïlande, Vietnam. Ouais, quand même. Mais tu sais, après, c'est ça. Ça n'a jamais été problématique, tu sais, pour moi. Donc, mes principes doivent être pour moi, plus importants. Mais après, je me suis dit, bon, si j'allais faire le tour du monde en voilier, sûrement que je me mettrais à pêcher, tu sais, mon poisson. Oui. Là, c'est durable. Là, c'est la seule façon d'être durable. Pour tes convictions à ce point-là. Non, mais aussi, la seule pêche durable, c'est celle que tu pêches. Parce que celle qu'on achète, c'est pas vrai. C'est ça. Donc là, c'est différent aussi. C'est durable, c'est survie. Là. C'est ça. C'était toi le poisson, là, en mer. Là. Ça doit être excellent comme feeling de se lever le matin, pêche ton poisson, mange ton poisson, relax, referme. C'est pas ça le problème. C'est pas ça qui est commercial, évidemment. Là, donc, c'est pas... Donc, c'est ça. Je dirais peut-être la seule option, la seule possibilité que je mangerais du poisson à nouveau. Ouais. Est-ce qu'il y a des destinations que depuis l'époque où toi t'es allé, tu trouves que c'est viré un peu trop touristique versus la version que toi t'as connue? C'est sûr. Des fois, c'est égoïste peut-être. Des fois, je me dis, il me semble que j'ai peur de retourner dans tel pays parce que d'être un peu déçu par rapport à ce que je connais avant. Mais ça, c'est un problème de riche, là. Il y a des destinations, effectivement, de touristes plus de masse, comme... C'est ça, que ça s'est développé comme ça, comme l'Égypte, comme le Pérou par endroits ou comme la Thaïlande, mais je trouve qu'il y a quand même toujours une façon de sortir des sentiers battus quand même, Oui. C'est juste que des fois, c'est pas nécessairement à sac à dos, c'est pas nécessairement en groupe, mais il y a une façon de... Okay. Puis après, ça dépend ce qu'on recherche, là, mais... c'est ça. Mais oui, ça change. Le tourisme, malheureusement, le tourisme a détruit bien des destinations, mais pour travailler là-dedans, puis c'était le but en repartant l'agence Esprit d'Aventure il y a 11 ans. Je le sais qu'il y a le potentiel, par contre, de financer la protection de l'environnement, la conservation de la faune, puis d'aider des projets. Le tourisme a cette possibilité-là, tu sais. Puis, tu sais, souvent, des fois, les gens me disent « on veut pas rester, on veut voyager à sac à dos, on veut pas... » Puis je l'ai fait, là, longtemps, puis je le fais encore un peu, mais on veut pas... on veut pas rester dans des hôtels, des fois luxueux, tout ça. Puis je dis « Attends, il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de voyageurs en sac à dos que j'ai rencontrés, mettons, peut-être... pas quand je... même quand je voyageais à sac à dos, mais après... qui encourageait pas l'économie non plus, tu sais, qui prenait pas de guide, pas de chauffeur, qui donnait pas de pourboire, mais qui buvait, tu sais. Donc après, tu sais, c'est ça, le concept du voyageur à sac à dos, c'est un bon concept à la base, mais après, ce que les gens en ont fait, tu sais. Puis des fois, puis il y a beaucoup de projets, oui, ça peut être des hôtels 5 étoiles, mais c'est eux qui ont le budget pour ouvrir des fondations, pour ouvrir des centres de recyclage ou de gestion des déchets, pour ouvrir des projets de conservation de la faune. Tu sais, il y a ça aussi, là. Je pense qu'ils ont intérêt, ça peut être marketing, là, ils ont intérêt à le faire, mais c'est aussi souvent, c'est eux qui ont l'argent aussi pour le faire, tu sais. Donc, il faut faire attention, je pense, par rapport à, tu sais, qu'est-ce qu'on juge aussi, tu sais. Encourager les bons projets, puis, tu sais... encourager le plus possible local, tu sais. T'as-tu des gens, des fois, qui t'approchent pour dire « J'aimerais ça voyager, mais moi, je suis plus un touriste de danger. J'aime les endroits chaotiques. Là. Je vais aller à Moscou. Je vais aller en... » En ce moment, j'enverrais personne en Russie. Non! Comment ça? Non. Ben non, parce que... Puis c'était pas une destination que moi, je couvrais. C'était mon collègue là, qui a pris sa retraite. Mais tu sais, en ce moment... De toute façon, il y a des avis du gouvernement. Donc, ces gens-là sont pas assurables.
Est-ce que j'ai des gens qui cherchent un peu plus comme le danger? Oui, tu sais, mais tu sais, quelqu'un qui dit je veux voir la Corée du Nord, tu sais, je veux rentrer sur la liste pour. Parce que, tu sais, il y a une liste, là, je pense, qu'il laisse rentrer 250 personnes par 6 mois. J'ai jamais envoyé de gens en Corée du Nord. Après, j'essaie de pas encourager les pays en dictature. Idéalement. Excuse-nous, c'est vrai. Non, mais il y a des gens qui cherchent ça, oui, c'est vrai. Oui. Puis après, à moins que, puis là, pas en ce moment, mais moi, un de mes coups de cœur en Asie, ça a été longtemps la Birmanie, donc le Myanmar. On devrait appeler Birmanie si on est contre la dictature militaire qui est là en place depuis 62 au lieu de l'appeler le Myanmar. Mais parce que l'entreprise privée était possible. Donc, puis les gens n'avaient pas d'autres revenus. Donc, mais ça, il faut le savoir comme agence. T'sais. Donc, ça veut dire que je ne réservais pas les trains, pas les compagnies aériennes, certaines compagnies aériennes intérieures ou pas les 4-5 étoiles, mais tout le reste, je pouvais vraiment engager les gens sur place. Ou vraiment pour au moins leur amener un revenu, tu sais. Fait qu'il faut... Mais ça, les voyageurs le savent pas. Mais il faut bien se renseigner, dire, je veux pas encourager la dictature militaire, mais je veux encourager les gens, puis je veux découvrir le pays. Donc, ça peut être possible, tu sais. En Corée du Nord, je pense pas. Je pense que... Je connais pas beaucoup je connais pas le pays, mais je pense que qu'est-ce qu'ils montrent aux touristes, c'est pas la réalité. Mais non. Ils montrent ce qu'ils veulent. Là. Oui, c'est pour ça qu'ils en choisissent pour faire une influence. Mais c'est honorable que tu prennes le temps de te renseigner. Pour être allé sur place, puis dire, parce que l'important, puis aujourd'hui, on parle de, on parle depuis quand même longtemps du tourisme durable, du tourisme responsable, mais depuis peut-être 1 an ou 2, on parle plus du tourisme régénératif. Oh. Puis ça, par exemple, la Colombie, c'est un exemple de pays où le gouvernement investit beaucoup dans le tourisme, puis beaucoup dans le tourisme régénératif, puis même, ils enseignent aux autres pays aussi comment faire. Puis ça veut dire, en fait, en gros, que c'est pas seulement protéger, tu sais, pas seulement de pas laisser de traces, là, tu sais, pendant notre voyage, mais c'est aussi d'amener quelque chose de plus. Donc, le fait de voyager sur place, la vie des gens va être meilleure. On va amener quelque chose de plus. Donc, c'est ce qu'on appelle du tourisme régénératif. Puis ça, même, ça peut se faire au Québec. Je travaille avec des fois, je collabore avec des hébergements qui font que ce qu'ils créent, comment ils construisent, etc., ça amène vraiment quelque chose de plus à l'environnement ou à la communauté ou au village. Tu sais. Donc, c'est comme ça, je pense qu'on devrait essayer le plus possible puis d'expliquer aux gens c'est quoi. Puis ça veut pas dire prendre part à un projet sur place pendant tes 2-3 semaines de vacances, mais c'est encourager financièrement ou faire, par exemple, moi, je suis une plongeuse, puis je sais pas pourquoi j'avais comme pas poussé cette option-là, mais la dernière fois, je suis allée en Colombie, mais pendant 1 semaine, on nettoyait les fonds marins, on nettoyait aussi les espèces de... nursery, là, pardon, en français, je sais pas c'est quoi, de coraux. Okay. Puis après ça, on plantait les coraux. Oh. Puis on a appris aussi à comment tuer puis préparer les poissons-lions, parce que les poissons-lions qui sont très beaux, qui sont partout, mais c'est une peste. Oh, puis ils n'ont pas de prédateurs, puis ils tuent toutes les autres espèces. Oh. Mais les gens les mangeaient pas parce qu'il y a comme quelque chose de poison ils savaient pas comment les préparer. Fait que maintenant, les gens ont le droit de les tuer, puis ils apprennent comment les préparer. T'sais. Donc, des projets qui font que pendant le passage, c'est peut-être pas grand-chose, là, mais on a nettoyé, on a amélioré les choses pour les gens sur place. Là, c'était les fonds marins, mais tu sais, ça... Fait que, tu sais, je pense ça... En tout cas, il faut essayer, même au Québec, de penser comme ça, tu sais. Tourisme régénératif. C'est vraiment intéressant, ça. Oui. Puis est-ce qu'il y a des destinations, des pays... ou exemple que l'État est plus favorable avec des programmes comme ça? La Colombie, c'est vraiment un exemple. C'est vraiment un exemple. Puis... qui était, entre autres, en train d'enseigner à la Jordanie quand j'étais là-bas. Mais bon, là, malheureusement, il n'y a plus vraiment beaucoup de touristes qui y vont avec ce qui se passe en Israël, qui n'est pas nouveau, mais disons, depuis l'automne, c'est tragique, encore plus. Mais sinon, d'autres destinations... le Costa Rica est un exemple au début, parce que c'est là, entre autres, que les premiers parcs nationaux se sont créés. Mais aujourd'hui, je ne sais plus quoi en penser parce que c'est tellement cher maintenant. Puis il y a parce qu'il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de Canadiens qui se sont installés. Je ne sais pas, pour les gens qui vivent sur place, je ne sais pas comment ils font.
Donc, est-ce que c'est trop américanisé maintenant, dans le sens que c'est trop cher pour les gens qui restent sur place? Mais au niveau de la biodiversité, puis quand même la protection de la nature, c'est un bon exemple encore. Ah oui, parce que moi j'avais cru comprendre qu'au Costa Rica, c'est quoi? Il y a eu une flambée des prix parce que, exemple, nous, notre dollar canadien, quelqu'un qui convertit, c'est des colons, je pense, au Costa Rica, ça vaut une fortune, là, ouais. Mais c'est qu'il y a une flambée des lieux, des hôtels et tout. Bien, en général, les destinations, mettons, mis à part là, la COVID, ils augmentent 5 à 10 % par année. Mais le Costa Rica, il a toujours comme pas mal augmenté de 20 % Puis, en plus, tant mieux pour eux, mais comme il n'y avait pas de restrictions pendant la COVID, comme le Mexique non plus, bien, les Américains, parce que pour eux, après 6 mois, ça n'existait plus, là, la COVID. ils ont continué à voyager, là, tu sais. Il n'y avait pas de restrictions. Ils pouvaient rentrer sans test et tout ça, tu sais. Donc, tant mieux pour le pays, mais ça fait que les tarifs, moi, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Mais après ça, tu sais, c'est facile à dire pour moi. J'étais allée plusieurs fois, tu sais. Ouais. Fait que quelqu'un qui n'est jamais allé puis qui veut y aller, c'est juste que je trouve ça dispendieux. Tu aurais une autre destination à suggérer à la place, là? Ben oui, dépendamment... Mais c'est ça, dépendamment de ce qu'on recherche, là. Mais... Puis, exemple, quelqu'un qui veut vivre de quoi dans exotique, mais qui a à faible budget, ça serait quoi sa destination selon toi? Bien, c'est parce que là, Costa Rica, une des raisons aussi, c'est ça, pour faire baisser le budget, c'est qu'on les fait conduire, tu sais. Il faut avoir le goût de conduire, ben là, oui. mais tu sais, je veux dire, quand on conduit au Québec avec les routes qu'on a à Montréal... On est déjà pratiqué, C'est vrai que c'est épouvantable. Tu sais, souvent, les gens ils nous disent « Ah oui, mais chez vous, non. » Non, vous ne savez pas. Moi, je suis en vélo, là, tu sais, à Montréal, puis c'est mon Dieu. C'est pas... Ben, non, parle-nous pas là-dessus sur les routes du Québec, parce que je veux dire, ça va virer en tabarouette, ce podcast-là. Ça sera plus la même affaire. Mais donc, des destinations où les gens peuvent conduire, c'est sûr que ça peut être moins dispendieux, mais... Est-ce que ça veut dire que dès que les Américains s'approprient une place, c'est plus le fun d'y aller? C'est plus... Ben, ça dépend ce qu'on recherche, tu sais, ouais, ça dépend... Ça veut pas dire qu'on a besoin de se sentir complètement dépaysé à chaque fois non plus, tu sais. Ça peut... quand, tu sais, tout à l'heure, je parlais de l'observation de la faune, avant, ben ça m'intéressait, mais plus ou moins. Puis là, en 2007, ça fait quand même un bout, j'ai eu la chance d'aller au Galapagos, qui est quand même une destination mythique. Et j'ai comme réalisé qu'à ce moment-là, je vivais des choses difficiles dans ma vie, puis j'avais pas de place, on dirait, dans ma tête pour vivre une expérience culturelle, tu sais, vraiment. J'avais comme le besoin plus de me retrouver. Et là, ça a été génial parce que, justement, on allait sur les îles, puis là, l'observation de la faune, on prend notre temps, on est silencieux, tout ça. Puis ça, j'ai dit « Ah! » Puis après ça, j'ai essayé de l'intégrer, parce qu'il faut être patient, Fait qu'on n'a pas toujours la place non plus dans notre tête pour tout de suite, en sortant de l'aéroport, puis changer, puis... c'est un bon point, c'est vrai, t'as raison. Fait que ça dépend de ce qu'on recherche, c'est correct aussi de rien faire, il faut juste, c'est ça, écouter son besoin. Puis, des destinations plus abordables... il y en a quand même plusieurs, tu sais. Les vols, maintenant, recommencent à être des prix un peu plus comme en 2019, là, tranquillement. Ah ouais? Okay. Puis des fois, ça va être plus cher, par exemple, la Thaïlande ou l'Indonésie, mais sur place, c'est moins cher, tu sais. Oui. En Thaïlande, combien ça coûterait, disons, une semaine? Ça dépend tellement qu'est-ce que tu fais. Là-bas, c'est des bahts, la monnaie. Oui. Ouais. Fait que ça dépend vraiment comment tu fais. Moi, pour sortir des sentiers battus, surtout dans le nord, là, est, avec guide, chauffeur, fait que c'est un petit peu plus cher, mais c'est pas la même genre d'expérience, ça dépend vraiment, mais c'est ça, faut voir c'est cool, ça. Comment on le fait. Les éléphants d'Inde sont-ils plus le fun à regarder que les éléphants d'Afrique? En Asie, ils ont des petites oreilles. C'est ça, je me rappelais plus des différences. En Thaïlande, puis en Inde, puis en Afrique, là, ils sont immenses. Ils sont immenses, c'est ça. Oh my God. Mais ça, on ne se tente pas. Des fois, les gens disent, des fois, une semaine de safari ou 2, ou ça va être trop long. Il y a des espèces qu'on ne se tente pas, là, les girafes et les éléphants. Non, c'est ça. Mais. C'est grandiose. Là. Ouais. C'est un petit.
C'est un meuble, c'est un patriarche, c'est un 18 roues qui marche. Là. Mais ce qui doit faire peur, c'est les hippopotames. Oui, parce que c'est les plus à ne pas sous-estimer à la maison. As-tu entendu des histoires terribles d'hippopotames dans des endroits que tu es allé? J'ai entendu des histoires, mais c'est pas arrivé à des voyageurs. Mais une des premières fois, moi, que j'en ai vu, c'était au Botswana. Et on était un petit groupe, puis puis là, c'était comme le début de la saison des pluies, là, novembre, tu sais. Et on était en camping, en plus, donc... En camping, dans le style... Avec les moustiques. Non, mais on était en mokoro. C'est une espèce de barque, là, en bois, tu sais, qu'ils font. Vous êtes sur l'eau, là? Oui, puis là, sur le... Pourquoi? Là, est-ce que c'était la rivière Chobe, dans le nord du Botswana. Et puis, ça, c'est comme au nord de l'Afrique du Sud, là, pour situer les gens. Et donc là, puis là, on le sait qu'il y a des crocodiles, puis que, tu sais, des hippos. Puis là, puis c'est quand même pas... On est comme 3 là-dessus, là, mais c'est quand même pas... On est proche de l'eau, tu sais. Puis là, le guide nous dit, mais faites attention, tu sais, parce que là, c'est quand même rempli de crocodiles. Puis les hippopotames, on les voyait aussi, puis ils sont forts, tu sais, quand même. Et là, dès qu'il nous dit ça, nous, on renverse, tu sais, déjà, dans l'eau, tu sais, là, tu dis... Ça y est. Je meurs ici. Ça y est, c'est fini. Et là, il commence à pleuvoir pour la première fois comme de la saison, tu sais. Mais là, il pleut des cordes, là. Ouais. Puis là, ça remplit quasiment, tu sais, le petit mokoro. Puis là, on dit, là, je pense que tout le monde riait jaune. Puis là, tu dis... Puis là, elle est pas trop proche des hippopotames. Non, mais, tu sais... Fait que c'est ça. C'était particulier, on va dire. T'es bonne dans rire aujourd'hui. Clairement, moi, ça serait un post-traumatique, un PTSD. Ouais. Fini les voyages. Fini. Je pourrais même plus regarder Madagascar, il y a un hippopotame là-dedans. Hey, t'étais à ça. Oui, mais oui, c'est territorial, là. Ouais. Ils disent que je pense que c'est ça. Ça écrase les autres espèces, là. C'est spécial, hein? Dans tes voyages aventure comme ça, là, je vais faire un call, là. Dans tes voyages aventure comme ça, où le danger est présent, là, où ces affaires-là, y a-tu beaucoup d'immigrants? Y a-tu beaucoup de gens qui sont venus en Amérique puis que, tu sais, ils se sont battus d'un pays très dur pour avoir une nouvelle terre d'accueil, puis ils se bookent un billet ou un voyage pour aller nager avec les hippopotames? Ou c'est tous des blancs-becs comme nous qui ont eu une vie... Bonne question. J'irais que dans certaines destinations, les deux. Mais après... C'est-tu plus de gens d'Occident qui ont grandi dans Watt, qui veulent ces expériences? Bien, financièrement, tu sais, déjà, ça. Est-ce qu'ils recherchent, là? On recherche une certaine, justement, tu sais, aventure, puis là, à différents niveaux, certaine adrénaline. Oui, je pense, tu sais, c'est pas vrai, hein, on n'est pas égal, hein, tu sais, on est privilégié de vivre ici puis en sécurité. Donc, on va rechercher, je pense, un peu un certain aventure, danger, des fois. Après, je pense que quand tu sais, on peut pas comprendre parce qu'on l'a pas vécu, mais si tu viens en conflit, en guerre, puis tu arrives finalement dans un pays comme ici, puis c'est déjà à t'intégrer, à part retourner voir ta famille... Tu vas pas vraiment aller... Même si tu as les sous, je sais pas. Mais c'est ça, c'était une question, mais c'est un peu... Parce que tu réalises, tu es en train de le décrire, là, puis c'est extrêmement dangereux ce que vous avez fait là. Ça aurait pu être à ça d'un accident tragique de 4 Canadiens meurent dans... Un hippo. Un hippo. Puis c'était pas un hippo des familles. Là. Non, c'est ça. Non, mais ça peut être même dans l'eau. Tu sais, il y a des bactéries mangeuses de chair, eux autres. Oui. Fait que si tu as grandi dans un milieu, exemple, peut-être là, encore plus pauvre que qu'est-ce que peut-être qu'on peut avoir connu ici. Parce qu'ici, même si tu sais, moi, j'ai grandi assez dans la pauvreté, mais il y a des ressources, tu sais. Est-ce que tu retournes là-dedans? Je sais pas. Bonne question. À réfléchir. Il faudrait sonder. Un petit sondage brise-glace. Oui, exactement. OK. Fait que là, tes prochains voyages. Oui. Prochain voyage, il y a plusieurs options là, que je suis en train de travailler parce que souvent, c'est soit des voyages, des congrès pour l'agence de voyage où je vais revoir les partenaires, je vais renégocier. Mais j'en profite quand même toujours pour redécouvrir la destination. Ça, j'en ai moins cette année. Là. J'ai plus des voyages de presse que j'organise, donc comme journaliste, mais c'est moi qui pour écrire là-dessus.
Là, là, je peux le dire parce que c'est confirmé, mais je n'ai pas réservé mon vol. J'ai la chance... c'est beaucoup de travail. Hein? Ça a l'air beau comme ça, mais c'est des mois, des années de négociation, des fois. Là. Je retourne non seulement je retourne en Polynésie française. Ça, je suis allée il y a 2 ans pour la première fois. J'avais visité l'île de la Société, qui sont les îles principales. Là. Mais il y a 4 archipels. Et là, je vais dans les Marquises, qui font partie de la Polynésie française. Et j'y vais sur un cargo. Oh. C'est comme ça que ça se fait, là. Mais c'est un cargo qui reçoit des gens. Il y a des chambres quand même de différents niveaux. Mais j'y vais sur un cargo. Fait que ça, c'est confirmé pour la mi-août. Oh, ouais. C'est bientôt, là. Ouais. Fait que tu t'en vas dans les archipels françaises. Oui, les Marquises qui font partie de la Polynésie française. Ouais. Cette partie-là, c'est inconnu là, pour nous, là, en tant que petit peuple canadien. Il y a 4 archipels, si je ne me trompe pas, en Polynésie française. C'est indépendant, mais ils ont quand même des avantages avec la France parce que ça permet à la France de garder la plus grande puissance navale au monde. Oh! Fait qu'il les aide. Comme une guerre d'ego. Ouais. Fait que c'est la même monnaie, dans le fond, c'est la même... C'est l'euro, j'imagine? Oui. C'est l'euro. Est-ce qu'ils ont leur propre corps policier ou c'est... Oui, bien, ils sont indépendants, mais ils reçoivent des avantages, puis tant mieux pour eux, mais on me dit que c'est ça. Je pense qu'une des principales raisons, c'est pour que la France... soit plus puissante. Galons. Ouais. Oui, parce que là, elle rentre 4 fois dans le Québec, mais si elle enlève ça, elle va rentrer. Ça doit être à cause des terres annexées à l'eau. Plus tu as de terres annexées à l'eau, plus que ta force navale peut être puissante en théorie. Mais là, ça, si on se replace aux donc, gens... souvent, quand l'archipel de la Société qui est plus connu, donc on a Tahiti, Bora Bora, Moorea, là, moi, je suis allée à Wainé, Raitera, donc c'est vraiment les îles plus connues. Et là, après ça, il y a l'archipel des... je me suis graffinie. L'archipel des Australes, Tuamotu et les Marquises. Okay. Et là, c'est en Micronésie. En Micronésie. Donc, c'est ça, là. Tu sais, on a Hawaï, puis... c'est ça, c'est juste à côté d'Hawaï. Pas trop loin, C'est dans le fond, la ville, pas la ville, mais la civilisation. Fidji, c'est pas trop loin de Fidji, Solomon, tout ça. Puis c'est magnifique, puis c'est magnifique pour faire de la voile, entre autres, là. C'est vraiment... Ouais. Ah, c'est cool, ça. Puis les prix doivent pas être... ça doit pas être abordable, non, c'est assez dispendieux, ouais. Ouais. Donc, j'y vais comme journaliste, puis c'est ça, j'ai négocié puis pour écrire des articles. Mais c'est excellent, ça. Oui, fait que ça, c'est confirmé mi-août. Mi-août. Puis si vous voulez voir, suivez Ariane sur son Instagram, elle va prendre plein de photos. Oui, j'en mets pas mal. Yeah, on va aller avec elle dans les archipels. On va voyager avec toi par compassion, comment tu dis ça? Par compassion? Mais non, mais par procuration, peut-être. Oh! Mais compassion, c'est un beau mot. Mais... oui, mais parlant de compassion, ça me fait penser, c'est dans ton livre ici que tu parles des 5C. C'est ça, hein? Oui, les 5C. Parce que là, moi, ça m'a fait penser au 6C aussi. Là, fait, ça a piqué ma curiosité. C'est quoi tes 5C? D'en tenir debout, déjà... c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que j'en parlais au Salon de l'éveil. Tenir debout, qui a déjà 1 an. J'ai interviewé, en fait, comme... on le voit ici derrière, là. Oui. Comme journaliste. Donc, j'ai interviewé 12 personnes, dont des personnalités connues, qui racontent leur parcours de vie avec un trouble de santé mentale, mais qui me l'ont raconté pour la première fois. Et là, on parle vraiment de tous les troubles de santé mentale, mais c'est écrit avec quand même beaucoup de lumière. C'est ce que j'ai essayé de faire parce qu'ils nous partagent leurs trucs aussi, qu'est-ce qui a fonctionné pour eux, qu'est-ce qui fonctionne encore. Mais là, suite à ça, puis je l'ai vraiment fait de façon aussi bien graphique parce que je voulais que ça devienne un ouvrage meilleur ami. Donc oui, il y a presque 500 pages, mais c'est pas un livre qu'on lit du début à la fin. Mais non, c'est ça. On va chercher vraiment les témoignages qui nous inspirent ou qui résonnent en nous ou quelqu'un qu'on connaît. Mais suite à ça, pour moi, c'est important de donner justement, qu'on ait un trouble de santé mentale diagnostiqué ou pas, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour se sentir moins anxieux, moins déprimé, moins stressé. Donc, j'ai interviewé une 50aine d'experts suite à ça. Donc, c'est pour ça 60 regards inspirants qui essaient de faire tomber les tabous, mais qui nous donnent vraiment plein d'outils
Et là, on parle de vraiment toutes les approches qui existent. Puis, il est aussi endossé par l'Ordre des psychologues. Donc ça, c'est une belle réussite pour moi. Oui, ça a ajouté de la crédibilité à l'ouvrage. Donc, c'est vraiment, je l'ai fait vraiment de façon, comme je disais, graphique, parce qu'on y retourne et là, moi, j'aime bien le lire par citation, par encadré, tout ça. On va parler, un des trucs, entre autres, que Marie-Ève Tivierge nous raconte, on va parler de l'autocompassion. On va parler, un exercice qu'on parlait plus tôt, que j'aime beaucoup, c'est les 5 C de la résilience. OK. Un terme peut-être qui a été galvaudé, là, peut-être, pendant la pandémie, mais qu'est-ce que... puis je trouve que c'est un bon exercice. En fait, c'est le docteur Rachel Thibault, qui est québécoise, qui a parti elle, qui a vraiment travaillé avec plusieurs clientèles, mais dont vraiment des gens en conflit, vraiment en guerre, etc. Et donc, vraiment, souvent qui ont vécu un stress, qui vivent des stress post-traumatiques. Et qui, donc, dans toutes ses recherches, elle a identifié 5 C de notre, justement, de nos 5, je dirais, champs, peut-être, dans notre vie, qui fait que si c'est assez égal, si c'est assez rempli, ces champs-là, les 5, ce qui fait qu'on arrive non seulement à être plus heureux et à être plus résilient, peu importe ce qui nous arrive là, dans notre vie. Donc, on parle, entre autres, un des C, c'est la compassion. Oui. Donc, souvent, je trouve qu'en début d'année, ou peu importe, on va le faire, disons, en début de saison ou peut-être à l'automne, je le cherche, mais je m'en rappelle de toute façon. On refait un peu le bilan pour voir dans quel C qui nous manque. Donc, un des C, donc peu importe l'ordre, là, mais la centration. Qu'est-ce qu'on fait pour se centrer? Par exemple, se méditer, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait pour se centrer? Un autre C va être la compassion. Peut-être d'aider les autres ou faire du bénévolat, etc. Ensuite de ça, un autre C, là, juste pour faire exprès, pendant que tu les cherches, moi, je peux faire un parallèle parce que nous, à Brise-Glace, on avait parlé de comment, dans les relations, les 6 C des relations sont importants pour vous. Puis dans ceux-là, là, puis dans vos relations, demandez-vous lesquels qui sont manquants. Ça va beaucoup vous aider. Donc, il y a le C de la compassion, il est présent aussi. Ensuite, évidemment, dans une relation, surtout principalement dans un couple, mais dans tous les types de relations également, il faut la confiance. Oui. Ensuite de ça, il y a la compréhension, qu'on avait mis. Il y a, ensuite de ça, évidemment, dans tous les couples, c'est nécessaire, il fait partie des 6C. Le Q est important, sinon un couple, ça le fera souvent pas. Après, c'est le compromis. Compromis, merci beaucoup. Donc, c'est vraiment important parce que parfois, dans une relation, pour que ça reste sain, il faut des fois mettre l'eau dans son vin. Mais aussi, il faut réaliser qu'on ne peut pas toujours mettre l'eau dans notre vin. Puis, peux-tu m'aider avec le 6e? Tu te rappelles-tu, vaguement? Gros blanc. Mais allez voir ça. Les 6 C les relations. Oui, c'est des relations. Mais là, on veut savoir les 5 C. De la résilience, c'est ça. Donc, la centration. Par exemple, justement, ça peut être boire son café, lire, écrire ses intentions, faire du jogging. Bon. Contemplation, donc par exemple, là, je parlais de la méditation, on va être plus dans la contemplation, prendre un bain, aller marcher, donc vraiment se connecter à soi, marcher en silence en nature. La créativité. Là, la créativité, je pense qu'on l'associe souvent aux arts, mais pas nécessairement. Là. Ça peut être cuisiner, par exemple. C'est très vrai. Donc, il y a vraiment plusieurs... Des fois, les gens vont me dire « Oui, mais moi, je suis pas artiste. » Non, mais c'est pas tout à fait ça. Là. Écrire, tricoter, peu importe. Ouais. La créativité de quelque chose. Puis, dans nos vies, des fois trop stressantes, je pense que ça nous manque, en fait. La contribution. Donc, c'est ce que je disais, je parlais de compassion, mais la contribution, donc, qu'est-ce qu'on fait dans le monde pour peut-être essayer de faire une différence? Et ça a souvent beaucoup d'effets sur notre bien-être, hein? On le sait. Hein, oui, on se sent souvent mieux, en fait, quand on aide les autres. Oui. Et la communion. Donc, la communion, vraiment, la vie sociale, vraiment, c'est ça, toutes les activités qu'on organise autour. Donc, c'est intéressant de le faire, puis en tout cas, on invite les gens à le faire, de vraiment, qu'est-ce qui fait partie de chaque C, puis où est-ce qu'il en manque, peut-être? Qu'est-ce qu'on pourrait plus travailler?
Puis ça aide à être plus, heureux puis plus résilient quand il arrive quelque chose, un événement, on retombe mieux sur ses pieds, pas nécessairement... Ça donne une bonne outil. C'est le fun que la pandémie, ça a amené des choses, mais la vie qui s'en vient de plus en plus dure crée que des humains comme ça, comme toi, Ariane, décident de trouver des outils qui vont aider les gens perdus. C'est du common sense, mais quelqu'un te le lit, t'es comme, c'est vrai. C'est très basique. J'ai une règle, je la suis, je fais du journaling sur mes règles. Lequel il y a la plus grande lacune, puis que je dois travailler sur moi-même. Faire l'introspection. Ça, c'est un bon atelier. Mais après, c'est un ensemble de choses qui fonctionnent. Hein? C'est pas c'est différentes approches. C'est pas que la psychothérapie, c'est pas que le coaching. Ça se peut qu'on l'ait déjà fait, ça se peut que c'est pas accessible au Québec ou où on veut pas retourner là-dedans. Non, mais il y a vraiment un ensemble de choses qui fait qu'on peut se sentir mieux, puis travailler sur soi. Puis, donc, c'est vraiment... Puis c'est pour ça que c'est important pour moi aussi de donner la parole à 60 personnes. Donc, c'est pas un expert, un spécialiste qui parle de ces cas. C'est vraiment 60 personnes qui donnent vraiment leurs outils, en fait. Donc, et là, ce qui s'en vient, 2 choses. Un podcast. Oh. Et je peux en parler parce que en tout cas, c'est en train de se faire accepter, là, donc un podcast, sur la santé mentale, sur tenir debout, inspiré de tenir debout, mais quand même avec un angle encore plus, je dirais, léger, pas que tenir debout est lourd, mais et humoristique, donc évidemment, non pour ridiculiser la santé mentale, mais vraiment plus pour dédramatiser puis comprendre que ça fait partie de la santé globale. Puis qu'est-ce que les gens vivent, en fait. Les gens qui vivent malheureusement, qui souffrent avec un TOC ou un TDA, faire attention à son vocabulaire. Souvent, on utilise ça, mais on ne comprend pas c'est quoi vraiment, ce que c'est. Donc, ça qui viennent d'être acceptés. Et puis, 3 autres livres pas des fascicules, mais quand même plus, pas 500 pages, mais sur 3 clientèles. Donc, l'entourage, pas seulement les proches aidants, mais l'entourage, les adolescents, et puis dans les milieux de travail. Okay. Parce que vraiment, tenir debout, c'est autant pour soi, c'est autant pour comme parents. J'ai beaucoup d'étudiants en relation d'aide qui viennent se le chercher. J'ai beaucoup d'intervenants, mais c'est pas écrit de façon académique, mais c'est vraiment, vraiment toutes les clientèles, en fait, qui viennent... J'ai fait tous les salons du livre cette année au Québec, donc je vois qu'il y a un besoin. Ben oui, avec ce qui existe déjà, là, c'est pas... je veux dire, j'ai pas réinventé la roue, mais je vois qu'il y a un besoin, là, vraiment. Ben oui, il y en a un. Pour se sentir mieux, puis essayer de trouver des outils. Les podcasts, comme tu dis, ils fonctionnent parce que les gens ont besoin de ça. Ouais. Pas parce que vous avez besoin de nous. Non. C'est parce qu'on est humain. On a besoin d'écouter d'autres gens, par exemple, parfois quand on est perdu. C'est ça que c'est, ça. Oui. Se reconnaître puis dire j'ai déjà essayé, par exemple, de méditer, mais j'accrochais pas. Peut-être qu'avec cet intervenant-là, comment il l'approche, je vais réessayer. OK. Puis ou d'autres outils, en fait. Puis on parle vraiment de toutes les approches. Mais tu sais, de façon quand même, je dirais, c'est ça. C'est vraiment écrit de façon inspirante et accessible. Toi, y a-tu une des approches qui est plus ton coup de cœur? Moi, ce que je dirais que j'ai pas mal... Je suis quelqu'un qui essaye pas mal tout, là. Mais ce qui fonctionne pour moi, c'est l'intervention par la nature. On en parle, entre autres, là-dedans. L'intervention par l'aventure. L'intervention par l'aventure. Oui. Sans hippopotame, je suis partant. Ah ouais. Le voyage, mais le voyage, j'en ai parlé en introduction parce que c'est évidemment pas accessible. C'est pas accessible peut-être à tout le monde, mais pour moi, ça a été thérapeutique. Mais aussi, je dirais la zoothérapie. Ouais. J'ai été en psychothérapie à différentes étapes de ma vie, en coaching aussi avec les outils de la PNL, programmation neurolinguistique. Donc, c'est ce que je fais avec les clients en ce moment. Un des outils plus connus de la PNL, c'est l'hypnose médicale. Donc, qu'est-ce qui fonctionne avec moi? Méditation, yoga. L'hypnose médicale. Parce que les gens, souvent, qui connaissent pas, là, on entend parler quand même beaucoup plus, là, mais ils ont l'hypnose de spectacle en tête. Puis c'est pas ça, là, tu sais. C'est pas Mesmer. C'est pas Mesmer. Donc, ça fait peur aux gens, mais là, il y a quand
quand même beaucoup de gens qui l'utilisent de plus en plus, des médecins, des psychologues qui l'utilisent, etc. Mais ça fait partie un des outils de la programmation neurolinguistique. Puis on travaille sur l'inconscient. On travaille sur les patterns, sur les croyances limitantes. En fait, c'est de la visualisation, l'hypnose médicale, vraiment. Oui. Ça peut aider à beaucoup de mots. MAUX. Ouais. Oui. Merci d'être Pas te donner des lyrics pour ta prochaine chanson. Là. Non, pas en ce sens. Ça serait bon, ça, une séance d'hypnose d'écrire le prochain hit. Fait que c'est le pouvoir des mots, en fait, de l'autosuggestion. Mais il y a des exercices d'auto-hypnose, ça, ici, qu'on peut faire soi-même. Introspectif. Qu'on peut faire vraiment soi-même, oui. Est-ce que quelqu'un t'a déjà hypnotisé? Oui, j'ai vu un hypnothérapeute à plusieurs reprises. Puis après, je l'ai appris aussi comment utiliser l'outil là, dans ma formation de coaching PNL. Ouais. Donc, ça peut être puissant. Ça peut être puissant. Tu peux aider quelqu'un à arrêter de fumer, peut-être? Il y a des gens qui vont... Là, moi, je l'utilise comme outil, mais après, il y a d'autres formations pour devenir hypnothérapeute. Et effectivement, les gens peuvent... en fait, n'importe quel n'importe quel. C'est un travail, ça peut être un travail de longue haleine, ça dépend, mais les phobies, les peurs, effectivement, arrêter de fumer, mieux dormir, tu sais. Donc, c'est assez... il faut y croire, mais c'est rien de... Je veux dire, c'est rien de malsain, là. C'est vrai. Non, mais c'est le fun. Il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils. C'est quoi la peur que tu trouves qui est la plus fréquente que les gens se penchent vers l'hypnothérapie? Un hypnothérapeute formé pourrait travailler, puis on parle, il y a certains témoignages aussi qui vont partager leurs phobies, parce que les phobies, ça fait partie des troubles anxieux. Oui. L'agoraphobie, donc la peur vraiment de sortir en public, puis d'être pris un peu, puis de ne pas pouvoir revenir. Entre autres, là, c'est beaucoup évidemment plus complexe que ça. L'hémétophobie, donc c'est la peur qui est très commune apparemment. La peur de vomir, en fait. La peur de vomir ou la peur d'être ou de voir des gens vomir ou tout ça. Donc, c'est quand même commun, je connaissais pas il y a quelques années, mais que c'est quand même assez commun. Ensuite de ça... d'autres phobies plus communes. Là, il y a différents types d'anxiété. L'anxiété sociale, l'anxiété généralisée, l'anxiété de performance qui ne fait pas partie des anxiétés officielles, là, selon le DSM, mais qu'on entend beaucoup parler de nos jours. Là. Donc, oui, différentes phobies qui sont évidemment très... ou les gens qui vivent vraiment avec un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, qui c'est très souffrant, hein? Puis ça pas... ça s'explique pas, là. Non, c'est ça. C'est dur pour les gens autour de cette personne-là. Entre autres, puis ils peuvent pas fonctionner selon leur TOC, puis qui est souvent relié s'ils le font pas. Exemple, ça pourrait être... on entend plus des fois les TOC par rapport à la propreté, mais il y en a vraiment plusieurs. S'ils le font pas, exemple, fermer la porte 5 fois ou... par exemple, il y a des conséquences importantes, mais qu'il n'y a pas de lien nécessairement. Ouais. Mais dans leur tête, c'est très souffrant. Ouais. Fait que souvent, moi, je pense qu'il faut faire attention parce que justement, parce que c'est des maladies invisibles, hein? Donc, si on veut donner de l'importance, les gens ne se définissent pas par ça, mais si on veut donner de l'importance à ce qu'ils vivent, il faut faire attention à notre vocabulaire. Parce que souvent, les gens vont dire « Ah, j'ai un TOC ». Mais t'as pas nécessairement un TOC, là. T'as une manie, peut-être, mais vraiment avoir un vrai TOC. Ou je suis TDAH. C'est souffrant quand on l'est vraiment, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas... fait qu'il faut faire attention, je pense, comment qu'on utilise notre vocabulaire, tu sais. Une belle leçon, Ariane, tu viens de nous dire. C'est vrai. Surtout mais on le fait tous, là. C'est pas... Je dis pas que... Non, mais c'est bien que tu nous le dises à nous, parce qu'on a des grandes gueules. C'est bien, regarde. Nous, souvent, on va dire un mot, puis on continue, on enchaîne. C'est important de trouver les bons mots. C'est vrai, tu as totalement raison. Je pense que le but, tu sais, c'est... On en parle plus, hein, évidemment. C'est moins tabou, la santé mentale, depuis la pandémie, parce qu'il y a plus de gens, je pense, qui ont vécu de l'anxiété ou des crises d'angoisse, puis qui n'avaient jamais vécu ça, puis ils se disaient « Oh mon Dieu », tu sais, ils ont réalisé que ça faisait mal, puis c'est ça. Donc, ou des stress post-traumatiques, tu sais. Donc là, ils comprennent mieux, mais il y a encore beaucoup d'incompréhension, tu sais.
Puis donc, ce qui fait que, c'est ça, tranquillement, dans les organisations, dans les entreprises, tranquillement, on donne de l'importance, mais pas encore, tu sais, assez. Un exemple souvent qui est commun, quelqu'un qui va malheureusement avoir un cancer, qui va recevoir, bien on espère, qui va recevoir beaucoup de support de ses collègues, puis quand il revient aussi, etc. Puis on ne pensera pas à 2 fois, ça se peut qu'il rechute, hein, parce que on le sait. Exact. Par contre, quelqu'un en dépression, souvent, ne recevra aucun support. Il n'y a personne, souvent, des fois, ça change, là, mais des fois, les gens n'oseront pas demander des nouvelles. Puis, là, on a peur de le réengager à nouveau, ou tout ça, qu'il retombe en dépression. Mais c'est le même principe, là. C'est le même principe. Tu as totalement raison. Pourtant. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il faut en parler davantage. Il faut comprendre que oui, c'est une maladie invisible, mais c'est une vraie maladie, tu sais. C'est un peu tabou aussi, on dirait, parce que tu viens de me faire flasher à un de mes emplois, là, où la personne revient de son burn-out, puis t'es comme, tu me mets en disant, je savais pas que t'avais un burn-out. Tu sais, que s'il y aurait un cancer, c'est indéniable, je peux pas me mentir puis dire, je le savais pas. Exact. Puis ils vont être souvent célébrés à leur retour et tout ça, mais les gens qui reviennent d'épuisement professionnel ou de dépression, on est ou on est mal à l'aise, ou on, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, on est mal à l'aise. Il y a beaucoup de mal à l'aise. C'est vrai, ça. Exact. Pourquoi que... On va se lancer sur un autre sujet, mais pourquoi est-ce qu'on est mal à l'aise? Parce que je pense parce que c'est invisible, tu sais. Donc, est-ce que les gens y croient moins, tu sais? Puis fait qu'on entend encore des, tu sais, prendre une médication, c'est pas être fort. Ben non. Tu sais, n'importe quelle autre médication, ça ne fait pas à tout le monde, puis tout ça. Mais n'importe quelle médication pour le diabète, je veux dire, quelqu'un qui se pique à côté, on ne posera pas de questions. Non, ben exact. Oui, mais tu sais, il faut essayer de démonétiser ça, tu sais, les antidépresseurs, tout ça, puis c'est correct. Ça se peut qu'il y ait des gens que ça ne fait pas puis qui ne veulent pas en prendre, mais ça aide aussi, tu sais, avec d'autres choses, tu sais. Fait que je pense que c'est encore, pour certaines personnes, tu sais, moi qui vis avec un trouble dépressif depuis l'adolescence, puis qui a fait malheureusement des grandes dépressions puis épuisement professionnel, ben tu sais, je veux dire, par maladresse, les gens, combien de fois je me suis fait dire, c'est quasiment, mais tu sais, si tu veux vraiment, donne-toi un petit coup de pied dans le derrière, si tu veux vraiment, tu sais, mais quand t'es vraiment en bas, ça marche pas de même. Ça l'aide pas, ce commentaire. Puis t'es assez forte pour pas prendre de médication, mais tu sais, c'est quoi la force, en fait? Exact. La force, c'est que j'essaye plusieurs moyens pour m'aider, tu sais. C'est pas, tu sais... Fait que les gens, par maladresse, souvent, tu sais, ils vont... La pire chose qu'ils peuvent te dire, mais les outils sont tous là. Vas-y, sors-toi tout seul. C'est ça. Tout est là. C'est ça. Puis les gens, puis certaines générations, peut-être même, je dirais... moi, je le vois, tu sais, j'ai beaucoup plus de femmes qui vont venir acheter le livre, tu sais. C'est pas parce que les femmes vivent plus des problématiques de santé mentale. Ils en vivent autant que les hommes. C'est juste que... Puis là, je ne veux pas généraliser, mais c'est mon expérience à moi. Je vois, même en coaching, j'ai plus de femmes. Puis les hommes, ben ils vont... Je pense que certains hommes vont se dire, non, ils n'osent pas en parler. Ils vont dire, je vais m'en sortir tout seul. Ben oui. Ben, tu sais, c'est ça, comme si j'ai pas besoin de personne, je vais m'en sortir tout seul. Ben non, on a besoin d'aller chercher de l'aide, tu sais. Ben oui. Ouais. Parce que, fait que c'est ça, il y a le besoin. Je suis sûre que c'est pareil, là, ce que les hommes et les femmes vont vivre au niveau de l'anxiété, puis les troubles dépressifs, etc. Mais ils n'en parlent pas de la même façon. Non. Peu importe la génération, en fait. Mais les gens ont peur de parler de leur santé. Que ce soit mentale ou même physique. Oui. Un bobo, là, ça va prendre du temps avant que tu rentres à l'hôpital. Oui. Oui, puis quand tu le vois, t'es comme, comment ça, t'as gardé ça depuis 3 ans de même? Yo, t'es comme, t'as un ulcère, là, même. Ouais, ça n'a pas d'allure. Pas d'ulcère, pas en tout. De quoi tu parles? Je suis bien correct. Fait que c'est intéressant de voir comment ça se perpétue, peu importe des fois. Puis là, on généralise, là, c'est pas tout le monde, là, mais peu importe la culture, la génération, etc., la force de se débrouiller toute seule, mais demander de l'aide, au contraire, ça prend de la force. Oui. Aller en thérapie, tout ça, c'est pas facile là, de s'ouvrir à quelqu'un, puis tout ça, tu sais. Non, en ça plus, en quand prend. t'as pas l'argent, quand t'as pas les finances... En plus, c'est ça, c'est pas accessible. C'est une étape lamentable, là, de... aller en psychiatrie, puis aller à l'hôpital, puis demander des... c'est ça. Que ça soit... Mais même au privé, c'est difficile de trouver l'accessibilité en ce moment. Fait qu'il y a beaucoup de jeunes à la maison, là, un petit tenir debout. Là, j'espère. Puis c'est pas le but, c'était pas qu'ils se diagnostiquent.
eux-mêmes, mais c'est plus de dire, OK, souvent, des fois, par exemple, on parle des troubles alimentaires, que les jeunes vivent beaucoup, semblent vivre encore plus davantage avec les TikTok de ce monde, qui se comparent à des personnages qui n'existent même pas, mais ils savent, là. Ils savent. Mais ils savent aussi que la brique de fromage est rendue 8 $. Fait qu'aussi bien être anorexique un petit peu, boulimique ses côtés, je fais du fasting, moi. Puis finalement, c'est parce que tu économises ton épicerie. Il y a ça aussi, tu sais. Donc, souvent, en tout cas, je l'ai vu, tu sais, qui vont lire peut-être le témoignage, dire « Ah, je me reconnais » ou je comprends peut-être mes parents qui m'ont apporté, qui ont amené tel aspect. Puis après ça, qui vont aller, des fois, choisir des... Parce que, tu sais, s'ils vivent de l'anxiété en même temps, choisir des trucs. Puis, pour en venir peut-être à demander de l'aide, en parler aussi avec l'entourage, puis en parler autrement, tu sais. Et toi, Ariane, est-ce que tu offres encore du coaching privé avec quelqu'un? Oui, du coaching avec les outils de PNL. Ton aide, il peut te contacter. Oui, je le fais je le fais pas en groupe, là, je le fais en privé. Puis, donc, soit par Zoom ou soit en personne. Souvent, on va marcher. J'aime bien aller marcher dans le parc. On fait nos exercices de cohérence cardiaque, de respiration. Puis, ça dépend des gens, mais je trouve qu'en général, les gens semblent plus se confier en marchant comme ça que en face à face. Tu sais, c'est le même principe que dans la voiture. Hein? Des fois, on va plus parler parce qu'on ne regarde pas la personne en face. Oui. Ah oui, je t'en parlais l'autre fois. Des hommes, là, quand des hommes travaillent, ils qui jasent. Mais ils ne se regardent pas nécessairement en face. Puis, tu sais, on parle, puis c'est tout. Là, mais si on se met à couper du bois ensemble, ou tu sais, là, tu sais, corder une corde de bois, hey, tu te mets à jaser tout d'un coup, t'es comme tabarnak. Thérapeutique, tout ça. Tu m'as jamais vu de ça. Au lieu de s'asseoir, puis justement commencer à parler, là, vous faites d'autres choses en même temps, ça tombe sur le sujet, puis ça vient sur le sujet, puis c'est plus facile de s'ouvrir, On est des drôles de bébites, hein? Oui, des créatures sociales qui cherchent le danger. Le danger. L'aventure. Ouais. Comme dit Simba, je me moque du danger. C'est dans le Roi Lion, merci pour les connaisseurs. Puis présentement, as-tu des livres en préparation? T'es-tu toujours la plume? Ben là, les trois adolescents, entourage, et puis en milieu d'affaires. Donc, je pensais les lancer au printemps, mais je pense que ça va être vraiment plus un par saison. Okay. Ça fonctionne mieux comme ça avec les libraires. Le podcast sur lequel je vais travailler cet été. Moi, c'est quand qu'on peut s'attendre de voir ça sur YouTube? Ben là, parce que c'est pas signé, fait que je sais pas si... mais disons que c'est avec une chaîne connue, disons. Ouais, avec une chaîne connue puis un ministère connu. Fait que je suis très contente de ça parce que le but, c'est que ça va être distribué à grande échelle. Ça va être excellent. Oui. Et sinon, ben, sur quoi je travaille, mais là, j'ai pas décidé avec quel éditeur ou sûrement avec mon éditeur en Béliveau, mais à voir. J'essaye d'écrire, parce que là, j'ai plus de place dans ma tête en ce moment, mais j'essaye d'écrire un roman policier, mais surtout érotique. Oh. Il y en a beaucoup qui sortent en ce moment, ça. Oui. Des nouvelles érotiques ou romans policiers ou thrillers. Puis, avec une petite fait que c'est ça. C'est ce que j'essaye d'écrire. Tu dis qu'Ariane, tu vas revenir quand ça va être prêt, ce livre-là? Je pourrais. Tenir debout. Je vais peut-être changer de titre. Ah, guys, là. Gardez ça. Fallait que je la fasse. Je n'y avais pas pensé. Je l'ai faite. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Ariane, là, pour le reste de l'été? Là, tu t'en vas en août? Oui. Oui, aux Marquises. Fait que là, si ça se signe dans le podcast dans les prochains jours, là, je vais travailler là-dessus, surtout en juillet. OK. Puis avec des projets de randonnée au Québec. Mais puis oui, les Marquises au mois d'août. Puis peut-être l'Écosse au mois de septembre. Oh, l'Écosse. Ouais. Première fois? Non, mais comme si, parce que la première fois, c'était en 99. Tabarouette. J'étais allée à Édimbourg, Glasgow. J'avais pas eu le temps d'aller randonner dans les Highlands. Wow. Puis l'île de Skye aussi, qui semble très belle. Puis aller plonger aussi avec les requins. Ce que j'aimerais faire, là. Les requins, je me souviens pas c'est quoi le nom en français, désolé, mais c'est les basket sharks. Fait qu'ils ont une espèce de... Vous regarderez, là, une espèce de... Ben, c'est ça, comme un panier, là. Ils ouvrent la bouche pour manger du plastique. Pour mieux te manger. Non,
parce qu'ils mangent du plancton. T'sais. Ah, OK, ils sont végétariens. Ouais. OK. Mais c'est pas un peu froid, cette eau-là, Oui. en Écosse? Oh! C'est pour ça qu'elle avait pas peur de venir avoir le brise-glace. Ah, mais là, ça va être en apnée. OK. Mais oui, puis d'habitude, je plonge pas dans les eaux froides. Je plonge pas au Québec. Ah! Puis là, Parce qu'il tu faut, t'en vas. il faut un dry Ouais. suit, Ouais, puis c'est c'est ça. pas le fun. Ouais, mais là, c'est juste là qu'ils sont. Ben, pas seulement là, mais tu sais, ils sont dans ces endroits-là. Les requins aiment mieux l'eau froide, hein? Ah, Ah, ouais. oui. Ouais. Je savais pas ça. Ouais. Donc ça, c'est peut-être septembre. Tu joues avec ta vie. Tu te joues de la vie. Mais c'est ça, sa pochette, la fille, elle tient que sur un fil. Ouais. Tu le vois? Mais, ben, ça, oui, ben, funambule, parce que, ben, pour moi, après, chacun le voit différemment, mais pour moi, la funambule, c'est quand on vit avec un trouble de santé mentale, on marche souvent comme ça, tu sais, sur un fil, mais on tient, par contre, debout, tu sais, Oui. avec tout ce qu'on fait. Puis le fil, pour moi, ce que je voulais représenter, puis il se retrouve partout dans le livre, c'est l'entourage, c'est les outils, c'est les ressources, c'est l'aide qu'on va chercher, tu sais. Et là, tu sais, on tombe pas Oui. dans le vide, là. C'est vrai, ça. Il te tient. Ouais. Te supporte dans ton périple de vie. C'est malade, Ah, ça. c'est- Merci, c'est inspirant. Inspirant. Merci beaucoup. Fait que, guys, si vous voulez suivre Ariane, les liens sont tous là. Suivez ses voyages. Exact. Suivez son périple sur cette planète Terre. Pour les gens qui aimeraient du coaching, c'est quoi ta plateforme idéale pour qu'ils te contactent? Ma go-to. plateforme, ben, j'ai TikTok. ben, soit via Facebook avec mon Facebook. nom ou soit via, c'est ça, Instagram. Sinon, j'ai pas de site Internet, mais j'ai un blog qui s'appelle espritdaventure.me, le lien. Puis c'est autant mon blog de voyage, mais aussi les autres services que j'offre. Fait que ça peut être ça. Mais sinon, c'est ça. J'ai le même numéro de cellulaire depuis toujours. J'étais assez facile à trouver en ligne avec mon nom parce qu'il n'est pas très commun. là. Depuis le voyage de la Nouvelle-Écosse. Depuis En 99. Ouais. Mais elle a vendu son âge un peu, par exemple, en disant ça. Fait qu'on a compris. Désolée. Moi, j'étais loin de mon voyage à cette époque-là. Hey, tu dis. Fait que, hey, merci Ariane. Merci Oui. beaucoup. Merci Merci. d'être Santé à bord, à- d'avoir à toi affronté et à les toute, icebergs. Oui. Bonne continuité dans tes Ben oui, aventures. merci de votre invitation. Puis faites-vous-en pas, hein. Les requins, c'est vraiment moins que les hippopotames. C'est moins dangereux, moins ces requins-là. C'est Effectivement. n'importe quoi. Oui, Ouais. L'eau, j'ai plus de risque de mourir d'hypothermie. Ouais. oui, c'est ça. Hey, les hippopotames. Ça me... C'est encore flat. Moi, Ah ouais. je suis sous le choc que des Renversé. humains payent pour aller se mettre en danger. Mais non, mais c'était pas ça le but. Non, je C'est sais, juste que Ariane, mais je veux dire, hey, mais c'était dangereux. C'était très dangereux. Ouais. C'est l'équivalent de dire que tu as vu un grizzly dans l'Ouest canadien. Là. Oui. J'en ai vu, mais j'étais en kayak, tu sais. Puis quand Oh. tu l'as vu, est-ce que tu aurais plus choisi un ours ou un humain étranger? J'en ai pas vu tant que ça des ours au Québec. tu Non? sais. Non. C'est drôlement, les amis européens, souvent, qui sont venus en visite, en ont plus vu. Fait que les autres, dans leur tête, c'était comme, oh mon Dieu, la faune est partout. Puis là, j'ai ben moi, j'en ai jamais vu d'ours. Mais grizzly, ouais, dans l'Ouest canadien. Mais c'est ça, c'était Ok, pour aller t'étais- les observer, là, mais j'étais en kayak. OK, une chance. C'est immense. hein. C'est immense. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Hey, merci de Ah ouais. nous avoir foutu la chienne un peu. Ah ouais, à la maison. On va rester à bord, on va Ouais. rester en nom international. C'est Ok. bien plus sécuritaire. Ouais. Merci d'être venu à bord. Merci. Ariane. Tu es Brise-Glace? Je suis Brise-Glace. Yeah. Nous sommes Brise-Glace. Yeah. À la prochaine, mes aventuriers. Oh yeah. Merci Ariane. Ben, merci. Très gentil. J'espère que ça vous a plu. On a Absolument, parlé merci, plein merci. de trucs. Oui, oui. Hey, arrête, moi,